Le monomythe de Campbell est un archétype où un jeune héros ou une jeune héroïne quitte son quotidien, somme toute banal, afin de répondre à l'appel de l'aventure. Il affrontera de nombreuses épreuves où il en sortira grandi et transformé. Mon invité d'aujourd'hui a répondu à l'appel du poker. Chichi est un joueur professionnel, créateur de contenu et coach. Il a participé au plus grand tournoi de poker au monde. Il co-anime le podcast Club Poker Radio depuis plus de 10 ans et il forme la nouvelle génération de joueurs via la plateforme Kill Tilt. Je ne sais pas si la vie a un sens, mais Chichi a décidé de consacrer la sienne au poker et à son développement. Je suis Vipon Ratikoun et vous êtes sur Monomythe épisode 2. Chichi, salut. Salut à toi. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir aussi de te voir. Je voulais commencer par une question qui m'intriguait depuis quelques temps. Pourquoi Chichi? Alors Chichi, ça vient de tout petit. Ça n'a rien à voir avec le poker où désormais tout le monde me connaît dans ce milieu sous ce pseudo. Mais en fait, quand j'étais gamin, il y avait un jeu vidéo qui marchait pas mal à l'époque. J'ai joué beaucoup sur Mega Drive, c'était Shinobi. C'était un jeu avec un ninja, une grande écharpe rouge, voilà, et tout. Je vois très bien. Ah, tu vois, et ben moi en maternelle, en fait, ma grand-mère m'a tricoté une écharpe rouge qui était longue, et en fait, voilà, ça a commencé par Shinobi. Et puis Mais toi, après, tu jouais ou c'est ceux qui t'ont moi surnommé? je jouais, et puis mes potes aussi, et en fait, c'est resté. Et puis, bah, Shinobi, c'est un peu long, donc au bout d'un moment, c'est devenu Chichi. Et en fait, j'ai fait pas mal quand j'étais ado, de bornes d'arcade, de trucs comme ça. Et quand je mettais mon score, tu mets que les 3 premières lettres, donc je mettais SHI, et j'avais plusieurs scores, donc voilà, c'est resté Chichi. Et puis après, tu sais, t'arrives dans le poker, tu crées ton premier compte. Il te faut trouver un pseudo dans la seconde, et tu dis bon bah vas-y, bah Chichi, et voilà, c'est resté. Ok, très drôle, très drôle. Moi, je jouais à Shinobi sur PS2. Je sais pas si tu as joué à cette Ok, version. ouais, j'ai un peu en 3D, mais un peu moins. Un peu moins J'étais plus Mega Drive, moi. Ok. Oui. Parce Vraiment que old school. T'as quel âge là? 35, 35. un peu plus, on dira pas. 36. 36. Bon, presque le même âge. J'ai 35. Ok. Mais écoute, on va rester ensemble le temps qu'on a envie de rester ensemble. Hein. Donc, voilà. Écoute, On n'a tant pas que ça se passe bien. On n'a pas d'obligation. Je voulais déjà te demander un peu comment toi, déjà ta vie avant le poker, tu faisais quoi avant? Avant le poker, écoute, je faisais des études. Ok. Donc j'ai eu mon bac éco, après j'ai fait fac d'éco un peu par dépit parce que je savais pas trop quoi faire, ça me passionnait vraiment pas du tout. Donc bon bah voilà, il fallait bien faire quelque chose, donc j'ai fait ça. Après j'ai eu une période un petit peu compliquée, donc j'ai arrêté les études, j'ai commencé à travailler au McDo, faire des petits trucs voilà, dans le style, et en fait je me suis rendu compte quand je bossais au McDo que bon, déjà ça me plaisait pas du tout. Et j'ai connu le poker en gros quelques mois quand j'ai commencé à faire ça, un petit peu avant, genre 6 mois avant de commencer. Et j'avais pas une thune à l'époque, donc vraiment je jouais des parties sans argent, tu vois, pour le fun. Et il se trouve que tu as des parties des fois sur internet où même si c'est gratos, tu peux gagner des petits centimes par-ci par-là. Puis j'ai commencé à gagner $20, $50, etc. Mais vraiment la question d'en vivre ou quoi, c'est jamais posé. Et au bout de quelques mois, en fait, j'ai commencé à gagner un petit peu plus. Et dans ma tête, je me suis dit, bon, ok, c'est pas trop mal, t'as l'air d'avoir compris un petit truc à ce truc-là, essaye de creuser, quoi. Au moins, ça te plaît. Donc en fait, pendant toutes mes pauses au McDo, je bossais un peu les maths, les probas des mains, ce genre de trucs, quoi. Mais je faisais peut-être n'importe quoi, mais voilà, ça me passionnait. J'étais à fond là-dedans. Au McDo, mes collègues, ils me prenaient pour un énorme taré. Mais je leur dis, mais si, ils me prenaient pour vraiment, tu sais, le fouet, t'inquiète. De toute façon, dans 5 ans, tu seras encore avec nous, t'inquiète pas. Et en fait, au bout de quasiment 1 an, je commençais à gagner plus que ce que j'avais le McDo. Alors, c'était pas non plus la folie, mais ça m'a permis de me dire, ok, reprends tes études. Donc là, j'avais eu ma licence et je me suis dit, bon, ok, je vais faire un Master Pro parce que c'était en alternance, donc ça me permettait quand même de gagner un peu de sous. Et du coup, j'ai arrêté le McDo grâce à ce que j'avais mis, le petit pécule que je gagnais avec le poker, en fait, qui me permet juste de payer mon loyer, quoi. Globalement, c'était incroyable déjà pour moi. Et voilà, et donc j'ai repris mes études. Et puis pendant cette année de Master Pro, je jouais beaucoup, beaucoup. En gros, je rentrais du taf et je faisais que jouer. Et j'étais omnibulé par les cartes. Et ça, vraiment, ça me passionnait parce que j'ai jamais été parier avant de l'argent, c'était impossible pour moi. Je suis pas un gambler au casino, j'ai jamais joué à une machine à sous. Enfin, ça me plaît pas ce genre de truc. Mettre de l'argent à la roulette, ça m'amuse pas. J'ai des potes qui le font et des fois, je mets 5 € avec eux parce que ça les amuse, mais ça m'éclate pas. Et moi, c'était l'aspect stratégique de me dire, ok, là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas que de la chance. Et c'est ce truc-là qui m'a passionné. Comme on parlait de jeux vidéo, avant, j'étais passionné de jeux de stratégie, genre StarCraft, les Command & Conquer à l'époque, ce genre de jeu, j'adorais.
Et j'ai retrouvé un peu ça dans le poker. Et donc, pendant cette année, je me suis dit, ok, si tu veux te donner ta chance, mets un maximum de côté. Donc, je me suis dit, j'ai mis 1 an de frais de côté. Donc, 1 an de loyer, 1 an pour payer la bouffe, tout ça, l'assurance de la bagnole, ce genre de choses. Et je m'étais dit, ok, si tu as réuni cette somme, donc je m'étais fixé en gros à peu près 10 000 € avec le poker, si tu as ton diplôme, ok, t'essayes pendant 1 an et puis on voit un peu ce qui se passe derrière, quoi. Au pire, t'as perdu 1 an et t'as même pas perdu parce que ça t'apprend des choses et c'est de l'expérience. Et si tu te plantes, l'échec c'est fédérateur, donc c'est pas grave. Et voilà. Mais en fin de compte, ça a bien marché. J'ai adoré ce que j'ai fait et puis j'ai petit à petit fait mon nid dans ce milieu. Mais c'est arrivé un peu par hasard en vrai. C'est pas, je jouais pas ado, je suis pas d'une famille de joueurs spécialement. Voilà, un peu par hasard. Ok, donc tu t'es donné 1 an. Ouais. Et au final, ça a duré combien de temps ? Écoute, alors après, j'étais pas forcément spécialement, je gagnais pas non plus 1 tonne, mais juste je gagnais ce qui me permettait de vivre, puis après de commencer à me payer des vacances. Mais ça fait une dizaine d'années quoi, globalement. Et après, j'ai eu d'autres choses, on en parlera, qui se sont ajoutées au jeu. Mais ouais, c'est arrivé comme ça. Et en fait, le truc, c'est que au début, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais parce que je me fixais pas d'objectif je connaissais personne déjà dans ce milieu. Donc, quand tu connais personne, tu sais pas, tu fais plein d'erreurs, c'est normal. T'es pas entouré, donc t'avances plus lentement. Et juste, moi, j'avais l'impression d'avoir cette liberté de me dire, ok, t'as fait un truc qui te plaisait. Moi, quand j'étais gamin, je voulais être footballeur pro, tu vois, comme tous les gamins. J'ai fait un centre de formation, bref, machin. Je vais pas faire la spéciale croisée, mais j'avais une blessure, c'était pas les croisés, mais bref, peu importe. Mais on n'aurait jamais pu savoir si ça a marché ou pas. Mais j'ai toujours aimé les trucs un petit peu différents des gens. Tu vois, j'ai fait un truc, tiens, anecdote marrante. J'ai joué beaucoup à Dance Dance Revolution. Tu connais ou pas ? Bien sûr, j'ai joué. T'as joué à ça ? J'ai joué, Ok. ouais. Bon, j'ai été 2 fois champion de France de DDR. Ah ouais ? Voilà. Ah, t'étais Donc, champion de j'étais DDR. à fond. Je suis un peu. Et quand je rentre dans un truc, je suis un peu à fond et je peux être, quitte à être un peu vraiment un peu bête des fois dans le truc, mais j'aime bien aller à fond dans les choses. Donc, et d'ailleurs, j'ai toujours la bande. J'ai la bande chez moi, dans mon bureau. Je peux trouver des vidéos de toi en train de jouer à DDR. Peut-être, mais c'était vraiment à l'époque, il n'y avait pas trop de vidéos, tu sais, on filmait pas trop. Avant, ouais, c'était quoi, 2003, 2004, un truc comme ça. Ouais, j'ai fait, à l'époque, les compètes, c'était les toutes premières Japan Expo, tu vois. Quand c'était vraiment tout petit. Ouais, je vois très bien. Voilà, il y avait à Epita aussi, ils faisaient des compètes, mais c'était vraiment. Il n'y avait pas grand monde, hein, c'est pas exceptionnel, on était on n'était pas on n'était pas beaucoup. Mais voilà, j'ai eu ce truc-là, ça m'a passionné et je suis rentré la tête dedans. Le poker, ça a été pareil, quoi. En fait, je devrais marquer l'épisode du podcast avec le champion de France de Dance Dance Revolution. Non, mais après, j'ai fait, tu vois, un truc originaux. Moi, je viens d'Evry, à la base, dans le 91. Et il y a les Yamakasi qui viennent d'Evry, voilà, avec David Bell, etc. Ouais. Et donc, moi, je les voyais sauter quand j'avais 15-16 ans. Je me suis mis à faire ça, quoi. Ok, t'as fait du parcours. Pendant des années, j'ai fait beaucoup de parcours. J'en fais toujours un petit peu. Ok. Bon, maintenant, mon but est plus de progresser, mais... Ouais, en fait, dès que je vois des gens faire les trucs un peu hors du commun, ça me plaît. Ouais, ça te challenge. Que ce soit. Ouais, je trouve ça inspirant, je trouve ça cool. Et en plus, souvent, c'est des gens qui ont ce truc du... Moi, ça m'a beaucoup... Quand j'étais gamin, le regard des gens, ça pesait beaucoup. Mmh. C'était dur, tu vois. Quand j'étais à l'école, j'ai toujours été ultra à l'aise avec mes potes. Mais genre, pour aller au tableau, c'était l'enfer. Genre, je paniquais, je perdais tous mes moyens, c'était horrible. Et en fait... de faire ce genre de choses et au bout d'un moment tu te rends compte que le regard des autres, de toute façon quoi que tu fasses tu seras toujours jugé, donc fais tes trucs et si toi tu prends du plaisir, c'est le plus important. Et en fait tous ces gens là qui font des choses un petit peu hors du commun, ils sont comme ça en fait, ils donnent pas d'intérêt au regard des autres, ils font leur truc, c'est leur idée et ils vont au bout, et en fait c'est tout le temps des gens géniaux, donc voilà, ça m'a toujours inspiré et ça a été pareil. Et le poker, c'était pareil, tu vois. Au début, tu dis aux gens, je vais être joueur de poker. Je peux te dire que les retours des gens qui vont te dire, ouais, mais super, vas-y et tout, il n'y en a pas des masses, quoi. Il n'y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Et c'est pas justement ça qui t'a motivé quand tu disais que tu étais au McDo et que les gens te disaient, ouais, dans 5 ans, tu seras encore là. C'est pas ça qui t'a dit, non. Dans 5 ans, je serai pas là. Ouais, déjà. Toi, tu seras là, mais moi, je serai pas là. Ouais, t'as un truc. Alors, je disais pas vraiment, toi, tu seras là, parce que j'ai envie de. Enfin, tu sais, moi-même, les gens que je déteste, franchement, s'ils réussissent, tant mieux pour eux. Je ne vais pas dire, je vais aller les applaudir, mais je leur souhaite pas de se planter. Tu vois, je trouve qu'en fait, quand t'es dans l'énergie négative, ça te rend triste, en fait, dans la vie. Mm-hmm. Et si ce que tu fais dans ta vie, c'est intéressant et inspirant, t'as pas le temps de penser à la vie des autres, déjà.
Moi, par exemple, je comprends pas. Alors, tu vois, je suis sur YouTube et donc j'ai des commentaires tous les jours. 95% des commentaires, même 99%, c'est des gens adorables. Bon, des fois, t'as des gens, ils te déglinguent. Moi, j'ai jamais compris parce que quand je regarde une vidéo YouTube ou un truc à la limite que j'aime pas, je vais pas prendre le temps de poster un commentaire. En fait, t'as pas le temps, tu passes à autre chose, tu vas voir quelque chose que t'aimes. Donc ça, je comprends pas trop cette mentalité. Donc voilà, ça m'intéresse pas. Mais par contre, aller, ouais, tu découvres un truc. Par exemple, moi, j'ai jamais cuisiné. Et un jour, ça m'a pris. Et depuis, je cuisine, j'aime trop ça. Mais avant de le faire, ça m'intéressait pas. Mais en fait, tu le fais et tu te dis, putain, j'ai fait un truc, c'est bon. Les gens, ils sont contents, ils aiment bien. Et ça te rend heureux, en fait. Tu vois, et donc, depuis, j'aime trop ça. Donc, ouais, je suis un peu comme ça. Je fais peu de choses. Quand ça m'intéresse pas, je suis un énorme feignant. Genre, l'école, je faisais le minimum. Tu vois. Alors, vraiment le minimum de fou. Alors, j'avais la chance d'avoir, entre guillemets, tu sais, moi, j'avais toujours le truc à des capacités, mais les exploite pas. Tu vois, classique. C'est tout le temps les mêmes trucs. J'ai la même que toi. Voilà. Du coup, ma mère, elle était. Elle s'est dit, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, ma mère, je vais jouer au poker. Ouais. Alors, c'était la pire nouvelle de sa vie, je pense. Maintenant, ça va. Mais, et voilà, et les études, c'était ça, quoi. Tu fais le minimum et ça te plaît pas. Et des fois, t'as un prof qui est cool, qui t'inspire. Ouais. Et là, la matière t'explose parce que c'est intéressant et ils arrivent à te capter. Et ça, c'est les profs géniaux, quoi. Mais ça, ouais, ça, j'ai un peu le même parcours que toi, dans le sens où, sur cet aspect-là. Dans le sens où on me disait pareil souvent, a des capacités, les exploite pas, n'a pas l'air intéressé, etc. Et au final, moi, je suis parti. Donc, toi, tu as plutôt fait éco, etc. Moi, je suis plutôt parti dans les maths. Mais c'est pareil, c'est parce qu'il y avait un prof, un jour, qui m'a un peu changé de point de vue sur les maths. Dans un sens où il me disait, c'était au lycée, et il me disait en fait, ceux qui sont bons dans les maths, qui font les bonnes démonstrations, c'est ceux qui trouvent les démonstrations les plus simples et élégantes. Et il disait en fait, les mathématiques, c'est une matière pour les feignants. Parce qu'on essaie de. De simplifier les choses, quoi. C'est tout le ça, temps. on essaie de résoudre de la manière la plus facile possible. Et là, quand il m'a dit ça, j'ai fait, bah, c'est pour moi en fait. C'est une matière pour les feignants, mais c'est pour moi. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai eu un déclic. Et c'est là où je suis rentré un peu plus, tu vois, dans les maths et que j'ai fait des études là-dedans. Mais avant la rencontre de ce prof-là, c'était une corvée. Et je pense que ouais, je pense qu'il y a des gens comme ça que tu rencontres dans pas forcément longtemps dans ta vie, mais qui peuvent avoir un impact sur le long terme. Ouais, clairement, mais il y a vraiment des fois des rencontres, comme tu dis, hein, des fois même une rencontre en soirée, un moment où tu te poses et t'as quelqu'un qui te. T'as un déclic. Moi, j'ai souvent ça, par exemple, parce que je fais aussi une émission de radio, un podcast. Et des fois, tu ressors de l'émission et t'as un invité, il a été inspirant de fou, il a un parcours incroyable, il a dit une petite phrase qui t'a piqué et tu rentres, mais t'es plein d'énergie et le lendemain, t'as envie de tout bouffer, quoi. Et tu fais la sieste sur ton canapé, malheureusement. Mais non, mais voilà, vraiment, ça te motive et ça t'inspire de fou. Et les maths, tu vois, moi, j'étais comme toi, je détestais les maths quand j'étais collège, lycée. Parce que j'ai eu peu de professeurs qui m'ont fait aimer ça. Et pareil, moi, j'essayais de faire au plus simple. Et en fait, j'ai eu des professeurs, si tu faisais pas leur méthode, c'était mort. Et au bac, c'est le seul moment où j'ai eu une super note, parce que je tombais sur quelqu'un qui corrigeait les copies, mais qui juste, ok, il a fait une démonstration, c'est peut-être pas celle de base, mais il arrive au bout, c'est logique, ça marche et ça fonctionne. Donc, pour le coup, j'ai eu une super note au bac, j'étais assez étonné. Et j'ai retrouvé l'amour des maths dans le poker. Parce que déjà, c'est utile. Je vois l'utilité, je vois ça. Et le but des maths dans le poker, en fait, c'est de simplifier les choses. C'est pas de complexifier. Il y a énormément... tout le temps, les gens te disent, OK, le poker, en fait, c'est des maths. C'est pour les matheux, c'est tout ça. Franchement, c'est faux. C'est des maths de base. C'est juste des probas. Assez simple. Et en plus, il y a plein de trucs. C'est mémotechnique. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Il faut pas avoir l'image de les pokers, c'est forcément des grands matheux. Les joueurs de poker, c'est pas vrai, ça, en fait. Et moi, au début, j'avais un peu ce blocage-là. Et il y a quelques années, dans le poker, il y a des logiciels qui ont commencé à émerger, qui s'appellent des solvers. En fait, c'est des logiciels qui vont te donner des résolutions mathématiques des situations. Donc, comme ça peut paraître très compliqué. Et en fait, ils te donnent des stratégies qui sont humainement pas applicables. Ils vont te dire, je sais pas, ici fait 16% du temps ça, ici fait 5% du temps ça. C'est pas applicable. Et en fait, nous, on utilise ces maths-là, on les prend et on essaye de les simplifier au maximum pour qu'un humain puisse les utiliser, pour que nous, on puisse utiliser ces stratégies-là. Et c'est ça qui est intéressant. Et au début, quand ces logiciels-là sont arrivés, moi, j'ai mis la tête dedans. Et en fait, je les utilisais très mal parce que j'ai essayé de me dire, OK, là, il fait ça, tant
tant de fois, il faut que je fasse pareil, etc. Et en fait, tu peux pas le faire. Et donc, en fait, je pense que c'est l'une des périodes où je jouais peut-être le plus mal parce que j'essayais de faire des choses que je comprenais pas. Et quand j'ai cette chance de connaître des très grands joueurs et de parler, d'échanger beaucoup, parce que c'est ce qui te fait le plus grandir dans le poker, c'est d'être entouré. Et en fait, ils m'ont dit, mais non, en fait, tu prends pas les choses par le bon bout. Faut juste que tu comprennes le concept et que tu le simplifies derrière. Et c'est là où j'ai repris du plaisir, j'ai re-aimé ça. Et parce que moi, ce que je préfère, en vrai, ça a toujours été de travailler, de m'intéresser à l'aspect stratégique, presque plus que jouer, tu vois. J'aime jouer, mais en fait, le fait de travailler, de réfléchir, de discuter de main, de stratégie avec d'autres joueurs, ça me passionne de fou. En fait, t'aimes le game, en fait. Ouais, j'aime vraiment la science ce qu'il y a jeu. derrière. J'aime vraiment ce jeu et je pense que quand t'aimes ce jeu, enfin, je me vois peut-être pas jouer toute ma vie, mais en tout cas, je me vois rester dans le poker et parler poker, je pense, sûrement toute ma vie, parce que c'est un jeu qui est tellement profond, tellement enrichissant, c'est génial. Ouais, c'est sans fin, en fait. C'est clairement sans fin. C'est ça, en fait, qui est intéressant. C'est clairement sans fin, parce que de toute façon, tu joues contre des gens, donc tu vas rencontrer tout le temps des profils différents, et c'est l'un des seuls jeux où tu peux, en fait, compte un petit peu gagner, parce que tu vas jouer dans un casino, tu perdras tout le temps, c'est normal, tu joues contre le casino, faut bien qu'il y ait... Là, tu joues contre des gens, donc tu essayes un peu de rentrer dans leur tête, tu essayes de les comprendre, tu essayes aussi toi-même de mettre tes qualités en avant et de réduire tes défauts. Par exemple, si tu es quelqu'un d'impulsif, faudra arrêter parce que tu es mort. Si tu as énormément d'ego, faudra te gérer. Moi, j'ai énormément progressé sur le côté mental. J'étais quelqu'un de très, très nerveux, de très impatient, très feignant aussi de base. Et en fait, non, j'ai dû me structurer, j'ai dû me calmer, j'ai dû laisser mon ego de côté au maximum, ne plus m'énerver parce que sinon t'es mort. Sinon t'es clairement fini. Parce qu'en gros, la technique, c'est pas le plus dur à avoir. La technique, tu bosses un minimum, tu pourras être un bon joueur. Par contre, l'aspect mental, c'est ça qui fera la différence. Parce que à un niveau équivalent, 2 joueurs du même niveau, celui qui aura le meilleur mental, il y arrivera toujours. Et c'est comme dans le sport au final, tu vois. C'est vraiment exactement comme dans le sport ou même dans le business. Hein. Le mental, c'est ultra important et ça s'est beaucoup démocratisé. Maintenant, on en parle beaucoup. Avant, c'était un peu tabou. Quand on disait, lui, il a pris un coach mental, pour beaucoup, c'était du bullshit. Et en fait, pour moi, non. Alors, je dis pas que c'est obligatoire. Il y a des gens qui peuvent... La vie, en fonction de ton expérience, peut t'apporter beaucoup de choses. Moi, je sais que j'ai jamais pris, par exemple, de coach mentaux. J'ai Peanuts, avec qui on bosse sur Kill Tilt, qui l'est, et après, on a beaucoup parlé, etc. Mais j'ai jamais fait de séance, tout ça, parce que j'ai eu pas mal d'expériences de vie qui font qu'on forgeait un peu mon mental, tu vois, et des fois en bien ou en mal. Et je prends beaucoup de temps aussi pour essayer de penser à moi, ce que je veux réellement faire ce genre d'autocritique. Ça prend plus de temps que de passer par un coach, c'est certain, mais c'est un peu ma manière de fonctionner. Mais ça aide et ça t'aide pour tous les autres aspects de la vie, tu vois. Il n'y a pas que là, on parle poker, mais en vrai, on s'en fout, quoi. Un coach mental, ça peut t'aider pour plein de trucs. Et maintenant, ce qui est bien, c'est que c'est plus tabou. Tu vois, c'est un peu comme les psys. Mm-hmm. Il y a des années, tu disais, mais attends, je vais voir un psy, les gens, ils allaient te juger. Maintenant, je suis désolé, quelqu'un qui va voir un psy, c'est bien, en fait, c'est ultra intelligent. C'est comme avoir un dentiste, ça va t'aider. C'est exactement la même chose. C'est juste, ça va te soigner ta tête. Et écoute, si tu fais des séances et que derrière, tu te sens plus heureux dans ta vie, tu te sens plus épanoui, ça te permet aussi de savoir ce que tu veux réellement. Parce que souvent, on sait pas trop. On essaye de réfléchir. Et on sait pas si on doit réfléchir à ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. En fait, c'est les deux. Les deux sont importants, quoi. L'expérience t'apprend à ce que tu veux plus, mais il faut aussi que tu prennes du temps pour savoir ce que tu veux. Et après, tu te lances et tu prends tes risques. Et si tu te plantes, tu te plantes, c'est pas grave, quoi. Ouais, je vois. Fou. Non, mais je suis... Ok. Justement, je voulais te poser cette question-là sur ta manière d'aborder le poker et de te développer. Tu as abordé justement 2 aspects, qui est d'un côté l'étude de la théorie, des mathématiques, du système, et également l'aspect mental, qui je pense est très important aussi dans un jeu de poker, parce que, comme tu dis, il y a des stratégies optimales qui ne sont par des solvers, qui ne sont pas applicables par des humains. Donc tu dois aussi être un peu psychologue, enfin au moins savoir lire un peu tes adversaires, savoir aussi contrôler toi, tes émotions, ce que tu transmets. Tu dirais, quand tu te prépares, quand tu essaies d'évoluer, tu as travaillé... plus quel aspect des deux, ou est-ce que c'est par période? Ouais, c'est un peu par période, mais déjà ça va dépendre de 2 choses. Déjà, le poker à notre époque, il est un peu divisé en 2 mondes. C'est-à-dire, tu as le poker sur Internet, et après tu as le poker, ce qu'on appelle en live, c'est-à-dire en casino, dans les tournois, avec des vrais jetons, des vrais humains, des gens qui parlent autour de toi, et c'est top. Mais c'est un peu 2 mondes différents. Le poker sur Internet est beaucoup plus difficile. Le niveau est beaucoup plus élevé parce que les joueurs jouent beaucoup plus. Tu joues 100 fois plus de mains sur Internet, si ce n'est plus.
Donc le niveau est meilleur. Moi, je suis vraiment de l'école Internet de base. Je joue 95% du temps sur Internet. C'est une solution de facilité parce que tu es chez toi, tu es dans ton confort, tu peux jouer n'importe où, tu as une connexion Internet, tu peux jouer. Et puis j'aime ce fait de pouvoir aussi jouer plusieurs tables, tu vois, voilà, ça c'est important. Après, pour ce que tu disais sur l'aspect comprendre ton adversaire, il y a plein de gens qui disent ouais, mais sur Internet tu vois pas tes adversaires. Alors c'est vrai, tu les vois pas, donc tu as des informations un peu en moins, mais tu peux voir le montant de leur mise, tu peux voir le timing des mises, et en fait avec l'expérience tu vois rapidement le joueur qui est sur le point de craquer, le joueur qui est moins bon que les autres, parce que le poker ça reste aussi la jungle. Le but c'est d'aller chercher les moins bons joueurs. Si tu es le 6e meilleur joueur du monde, tu joues que contre les 5 meilleurs, tu gagneras jamais. Donc ça fait aussi partie du jeu de bien sélectionner ces tables et d'aller chercher ces profils-là. Et toi, ton but aussi, c'est d'avoir conscience, au-delà de maîtriser tes émotions, de l'image que tu rejettes. Est-ce que les joueurs, ils me voient comme un joueur très agressif ? Est-ce que les joueurs me voient comme un joueur, au contraire, très passif ? Tu dois prendre en compte ça, parce que, évidemment, un joueur qui est faible, il va regarder que ses cartes. C'est un peu le premier niveau de pensée. Quand tu commences, tu regardes que tes cartes et tu penses pas plus loin. Mais au fur et à mesure, tu vois les adversaires de plus en plus compétents, de plus en plus compétents. Et quand tu arrives au niveau le plus élevé du monde, les tables les plus difficiles du monde, en fait, là, les joueurs, c'est le petit aspect mental qui fera la différence. Techniquement, ils sont tous au point, ils sont tous très forts. Et tu as le mec, des fois, tu peux pas expliquer, le mec ou la fille aussi, il y a des joueuses très très fortes, ils vont avoir ce petit truc en plus, tu vois, peut-être qui fait la différence, je ne sais pas, entre le génie ou quoi, qui fait qu'ils vont sentir, ils vont être tellement empathiques qu'ils vont sentir la petite différence dans les autres et ils vont être au-dessus du game. Parce qu'en fait, à la fin, les joueurs sont tous forts, il faut juste gratter le petit pourcentage de plus pour être au-dessus du... Et après, par contre, il faut bosser. Maintenant, ça arrive. Il n'y a plus de génie comme à l'époque. Il n'y a plus personne joue les plus grosses tables du monde sans bosser. Tout le monde travaille, tout le monde bosse, on parle avec des solvers, tout le monde a des groupes de travail. Ça, maintenant, c'est devenu obligatoire et le jeu s'est vachement professionnalisé ces dernières années. Alors, quand je dis professionnalisé, c'est en termes d'approche. Et c'est là où on peut faire... Alors, moi, je considère, il y a un gros débat, mais moi, je ne considère pas le poker comme un sport. Je le considère un peu comme un sport mental, on va dire, au niveau des échecs. Pour moi, c'est la même chose. Mais par contre, l'approche est devenue vraiment une approche professionnelle, quoi. Les top players, ils ont une approche... ils pensent à leur hygiène de vie, ils pensent à leur sommeil, la nutrition c'est important, on parlait de la préparation mentale, ils ont des routines, donc ouais, on est vraiment dans le très très haut niveau là. Alors, tu considères pas ça comme un sport ? Ouais. C'est quoi un sport alors ? Pour moi, il y a une dépense réellement physique. Donc l'e-sport, ça rentre pas ? Si tu veux. L'e-sport, pour moi, je le mets... Alors, attention, mentalement, c'est extrêmement difficile. Ouais. Et j'adore ce qu'ils font. Mais pour moi, voilà, je le mettrais comme le poker. On pourrait dire, par exemple, le poker, pour moi, c'est un peu comme de l'e-sport, si tu veux. Surtout si je joue sur Internet. Alors, si Internet en pur, mais même si on est sur une table, au final, physiquement, tu fais la même chose qu'un joueur qui joue avec sa souris. Bon, il fait 1 milliard de fois plus de mouvements avec sa main. Mais au final, tu es sur un siège, tu bouges pas et tu vas prendre des décisions en étant sur ton siège toute la journée. Tu vois, tu n'as pas d'effort réellement physique. C'est très endurant. En fait, les sports physiques, là-dessus, ça, je suis d'accord. C'est que au poker, par exemple, tu vas jouer un tournoi, tu vas jouer 10 heures par jour. C'est pour ça qu'on parlait de préparation et qu'il faut être préparé physiquement, etc. Donc, il y a un débat. Moi, les gens qui disent que c'est du sport et tout, je le comprends. Et pour moi, c'est un peu un faux débat, si tu veux. Mais moi, je le mettrais au niveau des échecs. Pour moi, l'e-sport, c'est pareil. Et il faut se préparer de fou. Enfin, tu vois, les mecs qui font de l'e-sport, ils ont des coachs, ils s'entraînent. Enfin, c'est pas juste maintenant, tu joues aux jeux vidéo dans ton salon, quoi. C'est vraiment un taf de malade. Donc, il y a toute une préparation derrière. Donc, ouais, moi, c'est un peu ce truc de sport mental. J'ai un peu besoin de me dire pour que ce soit un sport ça. Mais franchement, en vrai, on s'en fout, quoi. C'est pas le plus important. Mais donc, un peu comme l'e-sport, vous avez aussi des coachs aussi, non ? Vous vous préparez, vous entraînez également ? Ouais, alors... Oui, alors il y a des coachs, mais il y a... Ouais, si, il y a un petit peu, parce qu'il y en a qu'on fait un petit peu des centres de formation, tu vois, il y a un peu ça. Alors après, il y a une problématique qui est différente au poker par rapport, par exemple, à l'e-sport. L'e-sport, les joueurs ont des salaires, par exemple, et ils vont également gagner de l'argent dans des tournois sur les prize pools. Le truc du poker, c'est que, bon, déjà, t'as pas de salaire, ça, il n'y a pas. T'as des joueurs sponsorisés qui ont de l'argent, mais c'est de l'argent pour aller jouer des tournois, donc ils n'ont pas réellement de salaire. Et tu peux
déjà perdre de l'argent, ce qui fait une vraie différence. C'est-à-dire que quand tu joues au poker, tu perds, tu gagnes, mais il faut accepter de perdre. Et par exemple, les joueurs qui jouent des tournois, c'est extrêmement fréquent pendant un an de perdre, de faire que perdre. C'est la majorité des joueurs de tournois font que perdre la plupart du temps. Et de temps en temps, tu as un succès et tu gagnes. Mais finalement, si tu regardes leur courbe, ça perd, hop, ça monte, ça perd, ça monte, etc. Donc ça, c'est pas mal différent. Et puis en plus, si tu veux, l'argent de l'e-sport, il vient des sponsors. Majoritairement, c'est les sponsors. Et le poker, il y a très peu de sponsors. Les seuls sponsors qu'il y a dans le poker, c'est les sites de poker. Parce que c'est leur business. Mais c'est difficile. Moi, j'espère qu'un jour, ça va arriver parce que je trouve que c'est un jeu qui... Alors, évidemment, je peux le comprendre que ça attire pas les marques mainstream parce que il y a un risque d'addiction et ça, faut pas s'en cacher, c'est vrai. Malheureusement, il y a des gens, on parlait de mental, qui mentalement sont faibles ou peut-être que dans leur... quand je dis faible, c'est par rapport à l'addiction, hein, c'est pas une critique, mais et qui aussi ont des périodes de leur vie où ils sont au fond et ils tombent là-dedans. Et c'est vrai que ça peut ruiner des vies, il faut le dire, et ça, c'est malheureux et c'est triste. Et ces gens-là, c'est compliqué pour des marques mainstream d'aller sponsoriser le poker pour ça, tu vois. Mais si tu prends l'approche professionnelle et tout on va dire le gratin du poker, là, pour moi, ce serait incroyable qu'il y ait des marques mainstream qui amènent de l'argent extérieur, parce que ça permettrait un gros boom. Ça permettrait également de permettre au poker de se démocratiser un petit peu plus. Ce qu'a fait l'e-sport. L'e-sport, Twitch a fait exploser l'e-sport. Et maintenant, les gamins, ils veulent être youtubeurs ou ils veulent être pro de jeux vidéo. C'est incroyable. Alors que il y a 15 ans, 20 ans, tu te disais, moi, je veux jouer aux jeux vidéo, j'en veux en faire ma vie. Les gens, ils jugeaient, quoi. Ton banquier te disait non. Maintenant, tu arrives et tu dis que tu es youtubeur, presque ton banquier, il dit, ça va, c'est cool, tu vois. Donc, ça a changé. Le poker, on n'en est pas là encore. On en est vraiment très, très, très loin. Et pour que ça change, il faudrait qu'il y ait des marques mainstream qui arrivent. Je sais pas, imaginons qu'il y ait Nike qui décide de sponsoriser un mec pendant un temps, ça a vraiment été très 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 rapide, mais il y avait une marque de montre, il y a Elki qui avait été sponsorisé par une marque de montre de luxe. Mais voilà, c'est une marque de montre de luxe, donc ça touche pas le grand public. Et moi, je trouverais ça cool qu'il n'y ait pas que les sites de poker, qu'il y ait des... Et pour ça, il faut que l'image elle change. Et elle change petit à petit. Maintenant, on n'a plus l'image, tu vois, quand on pense poker, on n'a plus l'image du mec qui joue dans sa cave avec des cigares allumés et des flingues sous la table. C'est fini, ça, tu vois, ça n'existe plus. Maintenant, les gens, ils ont tous regardé du poker à la télé. Alors ouais, ils vont te poser des questions classiques. Combien t'as gagné, combien t'as perdu, tu vois, c'est un peu les questions classiques. Mais quand tu leur parles et que tu leur parles moi, c'est ce que j'essaie de faire, je suis passionné du milieu, je leur parle de ce qui se passe. Attention, il y a du bien, mais il y a aussi des mauvais côtés, il faut parler de tout. Mais c'est un milieu qui est fascinant pour ça et j'aimerais bien que ça se démocratise. Écoute, on verra, hein, peut-être. Hein. Ouais, peut-être. Après, c'est toujours le problème du serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que les gens veulent sponsoriser s'il y a des viewers et il y a de l'audience. Sauf qu'il n'y a pas d'audience s'il n'y a pas de moyens. Donc, c'est ça. Après, il y a quand même du moyen. Les sites de poker, maintenant, tu vois, il y a des super streams. Il y a vraiment des tables télévisées incroyables. Il y a des bons contenus sur YouTube. Il y a des super contenus. Moi, j'ai hâte, et je sais que toute la communauté a hâte qu'un jour il y ait un truc sur Netflix qui sorte, tu vois, un petit peu comme il y avait eu The Queen's Gambit. Ah, c'était génial, et puis les échecs, ça leur a fait un bien fou. S'il pouvait y avoir une série, en fait, c'est génial le poker. Après, c'est dur par contre de faire une série, je pense, sur le milieu du poker. Je pense que c'est assez dur, mais. Quoique, il y a du suspense et tout, quand même. Il y a du suspense, il y a tout, mais pour créer du suspense, tu vois, il va falloir faire des coups quand t'es spécialiste. Les coups vont être totalement improbables. Tu vois, moi j'adore ce film, mais tu vois, Casino Royale. Ouais. La partie de poker, elle est incroyable. Mais le dernier coup, il a aucun sens. Enfin, tu vois, il a littéralement aucun sens. Ouais. Mais c'est sûr, quand tu le regardes, tu dis, mais c'est incroyable, il est fou. Voilà, mais tu vas forcément faire des coups un peu comme ça. Je suis sûr qu'un joueur d'échecs qui regarde The Queen's Gambit, il va se dire pareil. Ouais, c'est possible. C'est possible. J'en avais parlé avec des joueurs pros. Il y a quand même, enfin, les coups sont quand même réalistes. Ils avaient quand même bossé avec des. Alors, je sais plus quel pro. Je veux pas dire de bêtises, mais avaient bossé sur la construction des parties et tout. Il y a quand même certaines choses. Après, oui, c'est sûr, quand tu maîtrises un sujet, tu vois forcément et peut-être que le maître d'échecs qui regarde ça et il dit peut-être bon. Mais après, il va être content parce qu'il va se dire, mais attends, ça a ramené plein de monde aux échecs. Donc, il est forcément content. Ben, nous, c'est pareil. On aimerait qu'il y ait ça. Pour que ça fasse exploser le milieu. Le confinement a fait exploser le poker en ligne. Il n'y avait que ça, en fait. Il n'y avait que ça à faire. Donc, on n'a jamais eu autant de monde en ligne pendant le confinement. Donc, c'était une période assez spéciale parce que ça a été une période qui était difficile pour beaucoup de monde. Mais nous, en tant que joueurs de poker en ligne, c'était incroyable. J'ai jamais connu une période comme ça depuis que je joue. Ça n'est jamais arrivé, quoi. C'était incroyable. Et ça s'est dégonflé après. Alors, ça s'est dégonflé, mais on est resté quand même au-dessus
d'avant le Covid. Ok. Donc ça a quand même fait du bien, parce qu'en fait, il y a des nouveaux joueurs qui sont restés, et il y a aussi beaucoup de personnes qui avaient arrêté avant, qui sont revenus. Donc ça a quand même fait du bien à l'écosystème pour le coup. Et même les tournois live, mais ils battent des records tout le temps. J'ai l'impression que dès qu'il y a un tournoi maintenant, il bat son record de l'année d'avant. Donc c'est que les gens, voilà, je pense aussi que les gens n'ont pas dépensé d'argent pendant le Covid, donc ils ont mis de côté, donc ils avaient de l'argent derrière, ils ont pu se faire plaisir pour aller faire un tournoi, 2 tournois, et ça fait beaucoup de bien à l'écosystème. Ouais. Ok. Les tournois live, c'est-à-dire les gens qui jouent Dans un casino, dans un vie, club de jeux à Paris. Voilà. Ok. D'ailleurs, tu parlais des tournois live, et justement, je voulais te poser la question. J'ai regardé les petits vlogs sur Kill It. Tu as participé à un tournoi récemment, l'été dernier en 2023, qui était le main event du World Series of Poker. Et j'ai cru comprendre, c'est un peu la Champions League du poker. Ouais, c'est en fait, si tu veux, donc le main event, on appelle ça les WSOP. Donc exactement, les World Series of Poker. De toute façon, tout ce qu'aux États-Unis, c'est World Series. Non, c'est le monde. Les États-Unis, c'est le monde. Et en fait, si tu veux, donc c'est les championnats du monde, ça dure 2 mois et demi. Et ce tournoi, c'est un peu l'apothéose, c'est un peu le Graal pour tous les joueurs de poker. Et parce que quand tu gagnes ce tournoi, tu es considéré comme étant le champion du monde, voilà, pendant 1 an. Donc ça vaut ce que ça vaut, ça reste un tournoi. Mais c'est quand même un tournoi qui est particulier. C'est un tournoi qui a une âme, si tu veux. Je sais pas, les gens, ils sont pas du tout pareils dans ce tournoi. Il y a un esprit assez particulier, parce que tu as envie de commencer la journée avec ta table et de la finir avec ta table, parce que tu fraternises avec les gens. Il y a plein d'histoires assez incroyables. Et je m'étais toujours dit, bah voilà, c'est un tournoi, il faut le faire au moins une fois dans ta vie. Vegas, ça m'attirait pas spécialement comme ville, c'est assez fake, tu vois, comme des villes comme Dubaï, tout ça, c'est pas là où j'ai envie de passer mes vacances. Mais là, on a 1 mois avant, globalement, donc il y a Peanuts qui me dit, écoute, j'aimerais bien qu'on fasse un vlog sur Vegas. Donc on va envoyer un caméraman pour filmer donc Sylvain et Flavien qui font des vidéos avec nous. Et il m'a dit, est-ce que tu te sens pas d'y aller toi aussi? Comme ça, si vous êtes 3, il y aura peut-être plus de chances qu'il y en ait un qui fasse quelque chose. Et j'ai dit, bah, tu sais, Vegas, machin. Il m'a dit, écoute, réfléchis et garde ça en tête. Donc 1 semaine après, je l'appelle, je lui dis, écoute, allez, vas-y, let's go, j'y vais. Ça me fera un souvenir, quoi qu'il arrive, que ça se passe bien ou mal. Mais au moins, là, voilà, c'est un truc à faire quand même, au moins une fois. Donc je me suis chauffé, j'ai été à Vegas que pour jouer le main event. Donc c'est pas spécialement une bonne idée de bouger pour faire un seul tournoi. Ça dure 2 mois et demi, donc généralement les joueurs ils font plein de tournois, parce que sur un tournoi la part de chance elle est quand même assez importante. Mais bon, voilà, je suis rentré dans ce truc là, je me suis dit allez, j'y vais. Donc moi je suis arrivé le 4 juillet, puis le jour de la fête nationale américaine, et dès le 5 j'ai joué, donc avec le décalage horaire dans la tête, etc. Ne faites pas ça non plus chez vous. mais j'ai un peu l'habitude. Moi tu vois, je fais beaucoup de festivals de musique, donc la gestion de la fatigue, ce genre de choses, j'ai l'habitude, donc ça me stressait pas trop. Et j'étais pas trop stressé par rapport à l'enjeu, parce qu'en fait je me suis dit, enfin, je me suis fait ça comme un cadeau, parce que pour le coup tout le monde peut jouer, mais ça coûte cher, c'est 10 000 $ l'entrée, donc c'est pas, enfin, tout le monde peut jouer financièrement, non, évidemment. Et il y a combien de participants au total? Écoute, l'année dernière, c'est le plus gros de l'histoire. Donc il y a eu plus de 10 000 joueurs, je crois 10 053, si j'ai pas de bêtises. Généralement, quand tu connais le nombre, c'est que ça s'est pas trop mal passé. Ok. Ouais, je crois que c'est ça. Donc c'est vraiment, c'est énorme. Ça joue sur plus d'une dizaine de jours. Faut imaginer en fait des énormes salles dans les casinos à Las Vegas, blindées de joueurs, avec ça fait du boucan, hein, parce que tout le monde joue avec les jetons, donc pendant 10 heures par jour, donc ça fait vraiment du bruit. T'es content à la fin de la journée quand tu mets des jetons dans un sac. Quand tu mets des jetons dans un sac au poker, ça veut dire que tu joues le lendemain, donc c'est bon signe. Et c'était une aventure de fou, quoi. Clairement une aventure de fou. C'était le plus gros tournoi de ta vie? Ouais, je suppose. De très loin. T'as mis du temps à te préparer avant d'y aller? Pas vraiment. Enfin, alors, en fait, moi j'ai commencé à jouer en tournoi que 6 mois avant. Moi je faisais pas de tournoi, je jouais que en cash game. Donc je faisais peut-être 1 ou 2 tournois par an, mais pour le fun. Et là j'avais commencé à bosser un peu quelques mois avant le tournoi. Maintenant j'ai pas fait une préparation spécifique pour jouer le main event, parce que j'avais pas envie, je me connais, et si je commençais à faire une préparation, je sais que j'allais avoir aussi des attentes particulières, ce que je voulais pas du tout avoir. Et j'avais globalement confiance en moi en termes d'endurance, qui était pour moi le plus important. Et c'est un tournoi qui, même si c'est un tournoi très cher, 10 000 $, c'est pas une petite somme, ça reste un niveau
assez faible en moyenne. Parce que vu qu'il y a énormément de joueurs, évidemment, il y a les meilleurs joueurs du monde au milieu, mais pour que tu sois assis à côté des meilleurs joueurs du monde, il faut que tu aies un petit peu pas de chance sur ce tournoi. Donc le niveau, je m'inquiétais pas trop pour le niveau du tournoi. Par contre, c'était plus psychologiquement qu'il fallait que je gère. Mais moi, l'idée, c'était de me dire, ok, tu te fais ton kiff, tu te fais ton cadeau. Juste, essaye de vivre le moment à fond, et puis il se passera ce qui se passera. Et voilà, donc je me suis pas mis de pression particulière, j'ai juste vu ça comme un cadeau, je me suis fait mon gros kiff. J'avais jamais été à Vegas en tout cas pour moi, je sais que c'est comme ça qu'il fallait que j'aborde l'événement sans me mettre une pression, une attente, parce qu'en fait, se mettre une pression, une attente au poker sur un seul tournoi, ça a aucun sens. La part de chance, elle est quand même importante dans un tournoi, donc si tu te dis, je me suis préparé pendant des mois et des mois, je veux au minimum espérer ça, c'est pas du tout comme ça qu'il faut aborder le poker. Tu vas tout le temps être déçu si c'est ça. Il n'y a qu'un seul gagnant. Donc voilà, il y a 10 000 mecs frustrés et joueuses frustrées. Et il y a un seul gagnant. Donc bon. Il remporte combien le gagnant 12 millions de dollars. Ah ouais C'est pas mal. Ah ouais. C'est pas mal. Mais à partir de quel rank tu remportes quelque chose Là, c'était environ les 1400 premiers joueurs. Ok. Qui remportaient quelque chose. Donc, 10%, quoi. On va dire, ouais, à peu près 10% des joueurs, voilà, c'est ça. Donc là, c'était 10 000 l'entrée. La première place payée, c'est 15 000. Donc tu gagnes 5 000 $. Après, Vegas, ça coûte cher. Hein, donc il y a les frais. Pour nous, Européens, tu as l'avion, évidemment, le logement, la bouffe. Donc ça coûte cher. Mais il y a quand même, voilà, à peu près 10% des joueurs, un peu plus, qui gagnent de l'argent. T'es quelqu'un d'anxieux d'habitude ou pas D'anxieux, de stressé, outre le poker, mais de manière générale Non, je pense pas spécialement. Je me décrirais pas comme quelqu'un d'anxieux. Je suis assez. Je peux avoir un stress, mais j'essaie de le prendre du bon côté. En tout cas, maintenant, ce qui n'était pas le cas quand j'étais ado, où là, ouais, j'étais beaucoup plus stressé, mais plus par la pression extérieure, ce genre de choses. Mais maintenant, je suis assez. Grâce au poker, au final, ça m'a beaucoup détendu parce que j'ai pas eu le choix. J'ai dû bosser sur moi-même. Maintenant, ça va, je suis pas quelqu'un de trop anxieux, de trop stressé. Je suis assez patient, globalement, dans la vie. En fait, je me dis de toute façon, si t'es impatient, à la limite, essaye de faire des choses pour que ça aille plus vite. Mais des fois, t'as zéro impact. Donc, si t'as pas d'impact, ça sert à rien d'être impatient, je trouve. Donc, ouais. Donc, ce genre on va dire de confiance en soi, un peu, c'est ça qui t'a servi pour ta prépa, tu penses Ouais, et alors après, c'est assez. La confiance en soi, c'est très important, mais je pense que quand tu fais comme ça, on va dire, on va reprendre le théorie du sport, on va dire quelque chose de haut niveau. La frontière entre la confiance en soi et la surconfiance, elle est très fine. Et l'ego. Et il y a aussi l'ego qui rentre en jeu, bien entendu. Donc, je pense que c'est très important d'avoir confiance en soi. Mais pour avoir confiance en soi, le mieux, c'est d'essayer de travailler tes routines. Donc, à Vegas, c'est quelque chose, par exemple, que je faisais jamais. Mais j'avais mis en place certaines routines pour globalement être un peu dans ma bulle et dans ma zone de confort, quoi. Par exemple, le matin, voilà, c'était important des trucs basiques, hein. Juste, c'était petit-déj, petite douche glacée parce que ça joue 10 heures et qu'il faut bien se réveiller, 30 minutes de salle de sport ou 40 minutes. Bon, le but, c'est pas de se crever non plus. Et voilà, c'était à peu près tout. C'est pas non plus exceptionnel. Casque, musique, trucs comme ça entre les parties. Ouais, musique. Moi, à chaque pause, c'était. Donc à chaque pause, on faisait des interviews pour le vlog. Ouais. Mais je me gardais toujours les 5 dernières minutes pour me mettre une ou deux musiques. Dans ta bulle. Voilà, et mettre un peu dans ma bulle avant de retourner à la table. Donc, évidemment, c'est rien d'exceptionnel. Ça ressemble beaucoup au sport. C'était mes routines. Ça ressemble au sport. Ouais, là-dessus, on est totalement d'accord. Et ça, c'est important. Après, la surconfiance, il faut pas l'avoir. C'est assez difficile de se dire. En fait, au poker, tu essayes de jouer contre des joueurs plus faibles. C'est ce que je te disais avant. Mais c'est pas parce qu'ils sont plus faibles qu'il faut les dénigrer, se sentir supérieurs. Et ça, parfois, c'est difficile. Et moi, le premier, des fois, j'y arrive pas de me dire. Ce joueur-là, il est pas bon. Ok, il est pas bon au poker, etc. Mais évidemment, t'es pas supérieur à lui. T'es supérieur à personne dans la vie. Donc, ça peut t'amener à une surconfiance qui va pas être bonne. Et en plus, tu vas pas être dans un bon mood. Et tu dégages des mauvaises ondes. C'est pas bon. Donc, avoir confiance en soi, oui. Mais la confiance en soi, c'est un travail pour avoir une confiance en soi, mais positive et pas négative. Le but, c'est pas de détruire l'autre. Évidemment, c'est de prendre ses jetons. Mais ça reste un jeu. Quand on est là pour s'amuser, et ça, faut jamais l'oublier. Et donc, tu peux retracer un peu à la va-vite Ouais. des gens qui vont revoir tout le parcours, regarderont les vlogs. On mettra les liens dans la description. Donc, c'est sur 10 jours, 12 jours, tu m'as dit Ouais, si tu vas au bout, c'est sur 12. Ouais. Si tu vas au bout, c'est sur 12. Ouais. Mais après, la table finale, donc il n'y a plus que 9 joueurs, ça dure déjà 3 jours. Ok. Donc, le premier jour, vous êtes 10 000 et quelques.
Ouais. Donc toi, tu fais le premier jour. Donc je fais le premier jour. En fait, des premiers jours, ce qu'on appelle des premiers jours, il y en a 3, parce que tu peux pas faire jouer 10 000 joueurs en même temps. Ok. Donc il y en a plusieurs. Donc moi, je joue le 5 juillet, si je dis pas de bêtises. Ça se passe... alors on va dire les 6 premières heures, ça se passe pas très bien. Je fais que globalement... T'as du mal à rentrer dedans? Non, je suis bien rentré dedans. Alors, anecdote marrante, le matin, enfin en fait la veille, donc quand tu vas payer pour t'enregistrer au tournoi, il te faut ton passeport. Donc tu donnes ton passeport, tu donnes ton argent. Et je suis parti de la caisse sans mon passeport. Donc, et tu peux pas, quand tu arrives au tournoi, ils vérifient ton identité pour être sûr que tu es la bonne personne, etc. Et moi, le matin, je me réveille et je trouve pas mon passeport. Et donc là, panique. Et je réfléchis, j'appelle le restaurant de la veille, j'appelle tout. Et en fin de compte, bon, je te le passe, mais au bout de 2 heures, j'arrive à le retrouver aux objets perdus et en soulagement de fou. Donc en fait, ça m'a mis une pression tellement énorme d'avoir perdu mon passeport que je suis arrivé totalement détendu. Ouais, t'as eu le relâchement de... J'ai eu le relâchement de dire, putain, le stress de malade. En plus, tu dis, putain, mais t'es complètement con, quoi. Comment tu peux perdre ton passeport dans un moment comme ça? Et en fait, ça m'a enlevé une pression énorme. Donc je suis arrivé à la table détendu. Ensuite, les enjeux ou quoi, c'est du poker. T'es assigné à la table ou tu l'as choisi? Non, t'as un numéro de table et donc tu vas... Tu dis, voilà. On dit chichi, telle table, quoi. Exactement, voilà, t'as ton nom, table 365, siège 4. Et c'est aléatoire ou c'est des têtes de série C'est aléatoire. Tout Ok. est aléatoire. Donc tu peux tomber avec une table de fou furieux comme une table de débutant, quoi. Exactement. Et ça c'est une grosse partie de chance, par exemple. Ok. La qualité de ta table, de savoir est-ce que tu as une table qui va être très difficile ou pas. Donc ça c'est une chance. Moi, j'ai une table correcte avec une super ambiance. Franchement, il y avait une top ambiance. Rare, en plus, on était presque autant de mecs que de filles dans le tournoi, ce qui est très rare. Il C'est y ça a aussi pas beaucoup de filles au poker. C'est ça aussi que j'ai découvert, c'est qu'il y a une grosse ambiance entre les gens qui jouent en compétition entre vous. C'est que vous faites des amis, quoi, alors que vous êtes en train d'essayer de Ouais, passer devant l'autre, quoi. Bah, en tout cas, tu es obligé de discuter. Tu vois, on reste à peu près 10 heures par jour assis à la table. À la même table. Ouais. Très souvent, là, à la même table, tu peux changer un peu, mais globalement, tu peux rester 10 heures à la même table. Donc, tu restes 10 heures et à droite et à gauche, tu as les mêmes personnes pendant 10 heures. Tu es obligé de parler. En tout cas, moi, je sais que je peux pas passer 10 heures sans parler. On est là pour passer un bon moment quand même. Et des fois, pendant 2 heures, tu n'as pas de jeu. Donc, tu fais que te coucher. Donc, tu as envie de parler. Et puis, les gens, ils sont là pour passer un bon moment. Comme je te dis, c'est un tournoi avec une âme très particulière. Donc, ils ont envie d'échanger. Ils sont contents. En plus, tu dis que tu es français. Les ricains, ils adorent. Donc, c'est cool. Après, il n'y a pas que des ricains, mais majoritairement, oui. Donc, j'avais une table avec une super ambiance. Et au bout de 6 heures, ça commençait à bien se passer. Je finis la journée très bien. Donc, la première journée, vraiment super. Ce qui était bien, c'est que j'avais fait exprès de jouer ce jour-là. Parce que comme ça, le lendemain, je pouvais ne pas jouer, j'avais un day off. Ah, t'as un day off, ouais. Donc là, on est parti un peu dans les montagnes, on a fait une grosse rando, c'était top. Ça permet de t'oxygéner parce que quand même, Vegas, c'est une ville... c'est étouffant. Ouais, c'est étouffant, c'est complètement fou, ça te rince. Tu vois, ça te prend et ça te rince dans tous les sens. Et donc, ça m'a fait du bien. Et là, ensuite, on est reparti pour quasiment... moi, j'ai eu la chance de jouer encore plus de 5 jours derrière. Ok. Et là, par contre, c'est tu te lèves le matin, tu fais ta prépa, t'es parti pour 10-12 heures. Tu rentres, tu dors, etc. 5 jours d'affilée intense. Ouais, là c'est vraiment extrêmement intense. Tu gagnes pas d'argent avant le 4e jour, déjà. Ok. Donc le temps d'écrémer un petit peu tout le monde. Donc le 2e jour, c'est un peu comme le premier. Tu te dis, le but c'est de finir la journée, mais de toute façon, tu sais que tu gagneras rien, mais t'avances petit à petit. Le 2e jour se passe très bien. Globalement, franchement, les 3 premiers jours, c'est incroyable. Ça se passe super bien. Globalement, quand j'ai des bluffs, les gens se couchent. Quand j'ai des mains, les gens me payent. Donc, c'est l'autoroute. Je m'éclate. Jour 4, c'est là où on commence à ce qu'on appelle rentrer dans l'argent, donc à gagner de l'argent. T'as senti une différence à ce moment-là? En fait, dès la fin du jour 3, si tu veux, tout le monde commence à regarder. En gros, si tu veux, dans les salles de tournoi, il y a des écrans et tu vois le nombre de joueurs qui restent. Donc, par exemple, s'il reste 1500 joueurs, il n'y a que 1500 joueurs qui gagnent de l'argent. C'est un Battle Royale, quoi. À 1600, les joueurs ils commencent à regarder et ceux qui ont des gros tapis, ils savent qu'ils ne peuvent pas sauter, donc ils prennent des risques et ils mettent la pression surtout. Et ceux qui ont les tout petits tapis, ils veulent absolument finir dans les 1500 parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Et ce tournoi, il est tellement particulier qu'il y a des joueurs qui jouent plus une main pendant des heures et des heures. Et là, moi, j'ai un énorme tapis, donc j'ai la chance de pouvoir mettre la pression à tout le monde. Et là, il y a une ambiance qui est folle parce qu'en fait, tout le monde rigole. On est tous là, il y a un joueur qui paie des bières à tout le monde, donc je suis là, je suis avec ma bière dans la main, et je regarde presque pas mes cartes et je relance toutes les mains, parce que tout le monde se couche, parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Et là, c'est génial, c'est vraiment génial. Donc on rentre dans l'argent, et juste derrière l'argent, je prends des mauvais coups, et là, je retombe dans la bataille, il va falloir rebatailler. Et après, ça a été la guerre. Mais bon, le jour 4 se finit plutôt bien. Le jour 5...
Je pense que c'est la journée poker la plus folle de ma vie. Vas-y, explique Parce un que peu. je commence la journée, on va pas parler technique, mais je commence la journée bien. J'ai un tapis correct, ça se passe bien, je suis vraiment en place, je suis en forme. Mentalement, je suis extrêmement bien. Je ressens pas de pression, quoi que ce soit. Et la journée démarre bien, et puis derrière, la catastrophe, j'ai que des mauvaises rencontres, ce genre de choses, et donc je descends, et quasiment mort. T'es au poker, en gros, je descends à ce qu'on appelle 2 blindes. J'ai Ok, plus ouais, que tu 2 peux faire blindes. que 2 mains ou si Ouais, ça c'est relance. ça. C'est en gros, j'ai le droit à un tour de table et c'est tout. Ouais. Et Si ça relance, tu es obligé de faire un all-in, quoi. et en fait, je suis à tapis obligatoirement. Donc là, t'as plus le choix. Il va te Donc, falloir. tu fais quoi? Tu fais full all-in? Et en fait, je fais plusieurs tapis d'affilée. Et ça passe, Et ça passe. et j'arrive à remonter, ce qui est assez exceptionnel, de 2 à 50 blindes. Donc c'est tous Ouais. les joueurs de poker qui regardent ça, qui comprennent. Enfin, c'est une émotion incroyable, et surtout, je fais ça dans le plus gros tournoi du monde. Ouais. C'est filmé. Alors évidemment, pendant toutes ces journées-là, la caméra, t'y fais pas du tout attention, parce que le but, c'est les décisions que tu as à prendre. Et t'arrives à faire abstraction du bruit autour, des gens qui te regardent, des caméras? ouais, vraiment. Ouais, vraiment. Parce que toi, t'es un joueur T'arrives. d'internet à la base, donc Ouais. t'avais pas forcément connu ça avant, si? Non, jouer un tournoi comme ça, j'avais jamais connu. Et Ouais. d'ailleurs, même moi, je savais pas. Je m'étais dit, ok, bah, je me connais un peu, mais je savais pas exactement comment j'allais réagir. Ouais. Juste, j'ai essayé de faire en sorte de me mettre dans les bonnes conditions pour juste pas avoir de fatigue. Et puis mentalement, je connais le jeu extrêmement bien depuis des années, parce que aussi ce tournoi, tout le monde m'en parle depuis des années. Moi, j'interviewe des joueurs depuis bientôt 10 ans. Et le main event, c'est le tournoi qui fait rêver tous les joueurs. Et des joueurs qui ont été loin dans ce tournoi, j'en ai interviewé plein. Donc en fait, grâce à leur expérience aussi, je savais les erreurs à éviter. Ça m'a énormément servi. Les joueurs qui te disaient, le plus important, c'est de finir ta journée. Peu importe le nombre de jetons que tu as, il faut que tu finisses ta journée. C'est un tournoi, ne prends pas des risques inutiles, il n'y a pas besoin. Enfin, il y avait plein de petits conseils comme ça que j'ai accumulés grâce aux interviews que j'ai faites avant. Et donc là-dessus, j'étais en place. Et en fait, à ce moment-là, quand tu as 2 blindes, j'étais même pas stressé, parce que tu dis que tu vas sortir, l'aventure, elle était cool, c'était sympa. Mais en fait, non, j'ai réussi à terminer la journée avec un beau tapis, donc c'était incroyable. Et là, tu arrives jour 6. Jour 6, on est plus que 150. Ah ouais. De 10 000 à 150. Donc c'est-à-dire que t'imagines qu'à la base, il y avait des salles avec des milliers de joueurs, et là, t'as une seule salle, et t'as en gros 150 joueurs, c'est 15 tables. Donc c'est pas beaucoup. Mais là, Et par là, contre, tout le monde t'observe. Là, tu sens que t'es tout le monde observé. t'observe, tout le monde est dans la même salle, c'est la première fois où il n'y a qu'une salle. T'as la table finale avec toutes les télés, les écrans, enfin l'américaine, quoi, avec les gradins Ouais. juste à côté. Et là, quand tu lèves la tête, bon, tout le monde commence à regarder, on est loin encore, mais tout le monde commence à regarder les millions là, quand même. Là, l'argent commence à peser sur certaines têtes, et c'est normal. Moi, pas du tout, parce que je sais que en fait, 150, t'es très loin encore. T'es vraiment très loin. Donc je continue, puis on passe de 150, 130, 120, 100. 100, là, t'es vraiment plus beaucoup. Tu dis, on n'est plus que 100 joueurs, t'y crois. Bah ouais, tu passes de 10 000 à 100, t'imagines. Voilà. Là, on est plus que 80. Et à 80, je gagne un pot énorme sur un coup qui est... Je prends peut-être 6 minutes pour prendre ma décision. En gros, à la fin, il fait tapis. J'ai une main. Je ne bats qu'un pur bluff chez mon adversaire, qui est un très très bon joueur écossais. Et je sais pas, mathématiquement, ma décision pour moi, c'est, connaissant à peu près le joueur et tout, pour moi, c'est à peu près du 50-50, mais j'arrive pas à me décider. Et puis là, si je me trompe, c'est fini. Et ça, c'est la pire sensation au poker. C'est-à-dire que tu payes, t'as perdu, tu t'en vas. Et c'est extrêmement difficile. Et je réfléchis. Et là, ton bras, il est lourd, parce que les jetons, il faut les mettre au milieu, mais ton bras, il pèse 1 milliard de kilos. Vraiment 1 milliard de kilos, c'était dur. Et puis, je sais pas, je le regarde et ça me fait pencher ma décision, je le sens pas bien. Je finis par payer, je gagne. Ceux qui regarderont les vlogs, ils verront l'émotion à ce moment-là. C'est le seul moment où je me lève de la table. Là, j'arrive pas trop à me contenir, quoi. Je me lève de la table, j'ai mes potes qui sont à côté, je vais les checker et tout. Je reviens, je m'excuse un peu avec lui parce que il m'en veut pas du tout. Ouais, mais tu célèbres. Ouais, je célèbre ce que tu fais jamais et ce que je fais jamais, en fait. Mais là, t'as tellement d'émotions parce que c'est une pression incroyable. D'ailleurs, les 2 mains d'après, je suis incapable de les jouer, quoi que ce soit, parce que j'ai encore trop d'émotions positives, trop d'émotions au fond de moi. Donc, je suis pas capable de les jouer. Et là, j'ai un gros tapis, quoi. Et là, tu te dis, on sait jamais. Et bon, malheureusement, non, parce que donc je sors 78e, donc pas longtemps après. À combien de temps à peu Je sors près? 1 heure après, à peu près, 1h30 après. Ok. Et je sors à un moment assez particulier, donc c'est le dinner break, c'est-à-dire c'est la pause repas, en gros. Tout le monde se lève.
Et je joue la dernière main. C'est-à-dire que dans la salle, on n'est plus que 2. Tout le monde s'est barré. Et à ma table, on n'est que 2. Donc il y a, enfin 3, parce qu'il y a la croupière, mon adversaire et moi. Et tout le monde autour. Donc c'est la scène. C'est le duel. La scène est là assez folle. On est vraiment en duel et c'est le méchant dans James Bond et je suis James Bond, tu vois. Bon, ouais, j'ai pas fini comme James Bond. Et donc on joue cette main qui est assez folle. Et on a 2 énormes tapis. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé, entre guillemets, se jouer à fond à ce moment-là. Et bon, je fais une main très forte. On finit par faire tapis. J'ai 80% de chance de gagner. Lui aussi fait tapis. Donc il fait tapis. En fait, moi, en gros, je lui tends un piège. Je mise tout petit à un moment à la turn. Et le but, c'est que je sentais qu'il était sur le doigt. Il était prêt à dégoupiller. Ça fait des heures qu'on joue. Donc je vois comment il joue depuis le début. Et en fait, il a plein de jetons là. Moi, il peut me sortir, mais moi, je peux pas le sortir. Donc je sais qu'il est capable de faire un peu n'importe quoi et de vouloir me mettre une grosse pression. Tu voulais Donc, je l'appâter. le titille pour ça. Ouais. Je le titille, il fait exactement ce que je veux. Donc il fait tapis, j'ai 80% de chance de gagner. Ben, malheureusement, 80%, c'est pas 100%. Donc je sais qu'une fois sur 5, je vais le perdre. Je le perds. Et là, c'est un uppercut que tu prends dans la tronche. Là, je suis détruit. Je me lève, je sais pas où je suis. Donc quand tu sors, tu as le micro en fait, dans la salle qui dit qu'annonce ton nom. Donc il faut que tu ailles chercher ta carte pour avoir ton paiement, quoi. Ouais. L'argent, tu penses pas une seule seconde. Et en gros, je pars errer dans le casino. Je sais pas que mon caméraman est en train de me suivre. Moi, je lui avais dit quelques jours avant, mais en espérant rien, on était à Paris encore. Je lui dis, écoute, quoi qu'il se passe, filme tout. Je lui dis, je m'énerve, je pleure, j'en sais rien, quoi qu'il arrive, filme tout. Et bah, tu craques. Je me suis effondré dans un couloir du casino parce que là, ça faisait donc, 6 jours de jeu, mais ça fait quasiment 8 jours que t'es à fond dans le truc et t'es mort, en fait, t'es épuisé. Donc ça a été dur. Franchement, après, j'ai mis 24 heures à me remettre parce que tu sais que c'est le poker et tu sais que des coups comme ça, de toute façon, il faudra en passer. Et malheureusement, il n'est pas passé, mais c'est le jeu. Mais ouais, le souvenir est fou et c'est en fait la main, je la regrette pas parce que elle est vraiment cinématographique. Le fait qu'on soit que 2 à la table, normalement on est 9 à une table, mais là le fait qu'on soit que 2, que ce coup soit comme ça, il est assez fou. Donc bizarrement, ça reste presque un bon souvenir. Ouais. Tu vois, je vais pas te dire c'est un bon souvenir, Ouais. presque quand même, parce que le gagner, en fait, si je gagne ce coup, je suis parmi les 5 plus gros tapis restants. Donc je suis énormissime. Ouais. Donc évidemment, si on pense basiquement, c'est un coup qui vaut énormément d'argent. Mais bon, après, c'est le jeu et l'histoire est déjà belle, donc c'est cool, quoi. C'est la première fois que tu craques comme ça après. Quand je joue au poker, ouais. Au poker, j'aurais jamais pu penser craquer comme ça pour jouer au poker. J'ai déjà eu des moments difficiles, mais tu vois, d'habitude, les moments difficiles, c'est chez moi, je suis sur mon PC. Ça m'est arrivé, j'ai eu une année assez compliquée où en gros, j'ai perdu. En fait, c'est pas que j'ai perdu de l'argent, mais en gros, au poker, si tu veux, quand t'as ce qu'on appelle levé, c'est-à-dire l'argent que tu es censé gagner si les probabilités sont respectées. Donc tu as toujours une différence, tu es soit un peu au-dessus, soit en dessous. Et j'ai eu une année qui était difficile où j'ai été beaucoup en dessous. Donc j'ai gagné de l'argent, mais pas autant que ce que j'aurais dû. Et à un moment, voilà, j'ai un peu craqué, mais c'était ridicule par rapport à ça. C'est juste que c'est quand même un jeu très difficile mentalement, donc il y a forcément des moments difficiles. Mais là, la différence, c'est que ce moment difficile, il est en 1 seconde. C'est-à-dire tu prends littéralement une uppercut, tu as une carte et elle décide de ton destin. Alors, tu vois, c'est une carte qui aurait potentiellement peut-être pu changer ma vie. Après, j'adore ma vie, c'est ce que je dis d'ailleurs dans le vlog, c'est que c'est pas grave si elle change pas. Elle est top et j'adore ce que je fais, donc c'est vraiment pas dramatique. Mais ouais, tu prends une claque. Ouais, c'est un enjeu de fou. Ah ouais, c'est Sur une carte à un moment T, quoi. En fait, t'as 12 millions, mais il n'y a pas que ça. Quand tu fais la table finale, quand tu es dans les 9 derniers de ce tournoi, tu deviens une star du poker. C'est la table finale que tout le monde regarde, c'est l'événement poker de l'année, tout le monde regarde ça. Donc tu vois, en tant que Français, moi je suis passionné de poker, j'essaye de promouvoir ce jeu depuis des années, que ce soit à travers mes vidéos YouTube, à travers mon émission de radio. Ça aurait été la consécration de faire cette table finale. Même si je suis en 9e, ça aurait été incroyable, et dans ma carrière, ça aurait été un bouleversement de dingue. Ouais, c'est un accomplissement. Bon, exactement, mais
en soi, c'était pas l'argent, quoi. C'était ce petit truc. Ce que ça représente par rapport à ton engagement que depuis tant d'années, etc. C'est ça. Mais bon, la route était encore longue, hein, parce que même si je passe ce coup, on est encore 78, hein, donc la route est très longue. T'étais le dernier Français en lice à 78 ? Non, on était 3 encore. Ils sont allés jusqu'où les autres Français ? Alors, il y en a un qui était à ma table. On était 4, pardon, parce qu'il y avait Estelle aussi. Donc, moi, je fais 78. On a qui était à ma table. Jonathan Terme, pardon. Il finit 77. Juste la main, juste derrière. Et un coup comme moi. Il prend une horreur comme moi. Estelle, qui sort, je sais plus trop combien, mais elle doit sortir 70. Et en gros, on sort tous dans la foulée quasiment, parce que on sort tous cette journée-là. Okay. Plus aucun Français après cette journée-là. Okay. Plus aucun Français dans les 3 derniers jours. Des Français, mais il n'y a plus aucun Français derrière, quoi. Ah, c'est dommage. Ouais, c'était dommage. Il y a des Français qui sont déjà allés jusqu'à la dernière table le dernier jour ? Ouais, il y a des Français. J'ai un pote, Sylvain, qui bosse avec nous, qui a fait la table finale. Donc, il y a eu quelques Français, mais ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. Vraiment, il y en a très, très, très peu. Malheureusement, il n'y a jamais un Français pour l'instant qui l'a gagné. J'espère cette année. Mais il y en a qui ont été au bout. Ouais. Tu penses que tu vas le refaire, le WSOP ? Ouais, je le referai. Pas cette année. Tout le monde m'a posé la question, etc. Pas cette année, parce que j'ai d'autres projets là en ce moment et que je me sens pas obligé de me dire je vais le jouer chaque année. Pas du tout. Et surtout, je veux le jouer quand j'aurai réellement envie et que je serai motivé. Tu vois, si c'est le jouer pour pas être motivé, je n'ai pas du tout envie. C'est pas ma vision du truc. Donc, mais je le rejouerai, c'est sûr, un jour, ouais. Okay. Bien sûr. Donc, tu confirmes qu'il y a quand même une dimension un peu mystique, quoi. Il faut vraiment le faire une fois dans sa vie. Moi vraiment, moi j'ai ressenti, je te dis, il y a vraiment une émotion particulière, ce fait de te dire, en fait, tu te mets sur la gueule avec tous les joueurs et les joueuses à ta table, mais tu as envie de finir la journée avec eux. Donc, c'est assez particulier, tu vois, quand tu élimines quelqu'un de ce tournoi, évidemment, tu gagnes des jetons, tu es content, mais tu peux pas tu peux pas être content d'avoir un peu mis fin à l'aventure d'un autre joueur. Donc c'est très particulier, et puis t'as une aura, t'as une atmosphère, t'as des gens qui viennent tout le temps autour des tables regarder ce qui se passe. C'est le rêve de tout joueur, donc tu peux pas ne pas kiffer ce moment-là. Il y a pas une personne qui joue au poker, qui connaît un petit peu le poker et donc qui connaît ce tournoi-là, qui te dira. De toute façon, tu poses cette question à n'importe quel joueur, tu dis quel tournoi t'as envie de jouer, tout le monde te dira le main event des WSOP. C'est obligé, c'est le tournoi qui fait rêver tout le monde, parce que c'est le. Je te dis, t'es parmi les 9 derniers, tu deviens une star du poker et tu rentres dans l'histoire. Donc il est particulier. Ouais. Ok, très très cool. Et quand t'as commencé à jouer, j'imagine que tu t'es jamais dit un jour je jouerai à ce tournoi. Non, impossible. Non, mais déjà, je n'imaginais même pas déjà gagner, quand j'ai commencé déjà à gagner de l'argent. En vivre, faire des vidéos dessus, c'était impossible, et jouer ce tournoi, jamais. Moi, quand j'ai dit à mes potes, quand j'ai envoyé, j'ai dit bon les gars, vas-y, je pars à Vegas, ça vous dit de prendre un petit pourcent pour vibrer. Mes meilleurs potes, ils étaient fous, et j'ai un meilleur pote avec qui on a commencé le poker ensemble. On était 2 d'ailleurs, on était tous les 3 à regarder un peu ce tournoi-là il y a 15 ans. Le jouer et avoir une histoire avec, c'est-à-dire aller loin. Tu vois, on était plus que 80, et j'aurais jamais pu imaginer ça, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que l'histoire, elle est belle, et j'ai aucun regret, aucune frustration. C'est parce que tu me dis, avant de le jouer, tu vas faire ce parcours-là. Je pense que je dis oui tous les jours, parce que j'ai eu toutes les émotions. Donc, j'ai été gros, j'ai été tout petit, je suis revenu, donc, tout est incroyable. Donc, moi, tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, j'aurais halluciné. Mais tu vois, comme tu disais... je pense à un scénario comme ça, dans une série Netflix, je pense que ça peut marcher. Hein, pour les gens. Allez voir les vlogs, vous me direz. Allez voir les vlogs. Moi, je les ai vus, franchement. Pourtant, je te connaissais pas encore quand je les ai regardés. Et je connaissais pas bien le WSOP, etc. J'ai déjà joué au poker entre amis. Mais vraiment, tu te laisses prendre dedans, quoi. C'est juste les émotions, le stress. Donc, pour moi, c'était ça le plus important, c'était de faire ressentir des émotions, et que vraiment les gens ressentent ça à travers moi et qui vibre par rapport à ça. Mais le montage est très bien aussi, hein. Ouais, faut le dire. Tim a fait un boulot, il fait tout, il a filmé, il a fait tout le montage, il a fait un boulot exceptionnel. Grand merci à lui, parce que c'est l'un des plus beaux souvenirs, c'est le plus beau souvenir de poker de toute ma carrière, pour le moment, on fera peut-être plus gros, mais c'était exceptionnel. Et puis moi, je voulais surtout montrer toutes les émotions, parce que c'est un jeu et il faut partager les émotions. J'aime pas les joueurs, ils gagnent un tournoi,
et t'as l'impression que c'est normal et ils ont pas d'émotion. Sois content, mec. T'as gagné un tournoi, ça arrive rarement. Même si t'es professionnel, t'as le droit d'exploser. Les mecs, quand ils gagnent la Coupe du Monde, quand ils gagnent la Champions League, mais ils explosent de joie et c'est normal. Et il faut pas que tu caches tes émotions quand t'es en train de jouer. C'est vrai, c'est normal et tu travailles pour essayer de ne pas exprimer tes émotions, de ne pas les montrer. Mais une fois que t'as gagné, montre ta joie, c'est important. Et puis même au-delà de ça, ok, t'as pas envie de la montrer. Mais si tu penses par rapport au développement du milieu, mais les gens, ils ont envie de voir un jeu où les gens, ils s'amusent et ils s'éclatent. Donc quand t'es filmé, lâche-toi, il n'y a pas de honte à verser une larme, à crier, à serrer le poing. Il n'y a pas de honte. Et c'est pas que tu manques de respect à ton adversaire, pas du tout. Moi, j'ai un mec, il me bat, il me montre sa joie, et puis derrière, il vient me serrer la main, mais il n'y a aucun problème. Fais-le. C'est top. Ah ouais, je te rejoins là-dessus. C'est ce qui va aussi aider à démocratiser, je pense, le poker. Encore C'est plus, de voir les émotions qui sont transmises. Là, tu disais que tu avais, justement, en parlant d'émotions, que tu t'étais un peu effondré après ta défaite. Comment tu as géré, en fait, l'après? Tu m'as dit que tu as pris 24 heures, mais je pense que tu y as repensé quand même plus tard, après 24 heures. Et franchement, pas tant que ça. Non, Ah ouais? franchement, ouais, vraiment, Comment t'as géré? Alors, j'ai été sonné total, mais quand je te dis sonné total, pendant 2 heures. Les 2 premières heures, je suis un zombie. Je erre dans le casino. Genre, tu parles à personne. Ouais, je croise des gens. Et en fait, le truc, c'est que ce qui est particulier, c'est que je t'ai dit, j'ai sauté pendant la pause repas. Et j'avais un énorme tapis. Donc en fait, les gens que je croise, c'est la pause repas. Donc ils pensent que je suis encore dans le tournoi parce que tu peux pas sauter normalement à ce moment-là. Donc par exemple, je croise Greg Chauchon, qui est le directeur des WSOP, qui est un Français. Je le croise et il me voit, il a un gros sourire pour moi. Et là, il comprend ma tête que... Et là, tu dis un mot. Tu dis juste, bah non, mais stop. Et tu peux pas parler. Et puis, t'as pas envie de parler à un mec comme ça. Je suis totalement en détresse. Donc, ouais, je erre. Je monte dans ma chambre. J'ai Tim, donc mon caméraman, qui me rejoint dans la chambre. On débriefe un peu. Donc, bah, évidemment, je rechiens un peu dans la caméra. Parce que bah, tu contiens. Et après, j'avais juste envie d'aller bouffer un truc dégueulasse. Un truc bien gras, un bon gros burger américain bien gras, d'aller dans un dîner bien sale. Donc, on a été dans un diner bien sale. À se faire un gros burger avec un gros milkshake. Parce qu'en fait, déjà, ça faisait 6 jours que je mangeais très très léger. Ouais, pour pas... Voilà, donc moi je suis pas spécialement fast-food de fou et tout, mais là j'avais besoin, je sais pas, j'avais envie de gras. Ouais. On a été là-bas, on a mangé, on en a reparlé vite fait. Et juste, je me sentais pas bien parce qu'en fait, quand je me suis fait éliminer, je me suis levé de la table et j'ai pas été serré la main à mon adversaire, j'étais sonné total et tout. Donc on est revenu, je suis retourné au casino, je suis retourné à la table, j'ai serré la main à mon adversaire. Juste bonne chance. Et je me sentais un peu mieux. Et puis après, ouais, en fait, le lendemain, tu sais, ça va vite parce que le lendemain, il faut faire les papiers pour récupérer l'argent, parce qu'il y a plein de paperasse à faire, c'est compliqué. Pour les taxes aux États-Unis, les taxes en France, machin. Donc, t'as pas trop le temps et juste, je voulais rentrer. Donc, on a décalé l'avion. Enfin, je l'avais déjà repoussé, ça c'était le bon sens. Et là, on l'a ravancé un petit peu d'un jour. Je voulais juste rentrer. Et la chance que j'avais, si tu veux, c'est qu'en fait, je rentrais. Et moi, chaque année, je fais le Tomorrowland avec mes potes. Et je repartais au Tomorrowland derrière. Okay. Donc, ça m'a permis de faire, tu vois, 5 jours. Break, je pense à autre chose, je me défoule. Mes potes, c'est pas des joueurs de poker, donc ils en ont rien à foutre de me parler du poker. Je leur ai fait gagner un peu d'argent, ils étaient contents, mais c'est tout. Et ouais, j'ai relativisé, quoi. Après, par contre, la main, on m'en parle franchement quasiment tous les jours. Quasiment tous les jours, j'ai quelqu'un qui m'envoie un message horrible, la façon dont tu sors, etc. Bon, et oui, mais je sais, je me rappelle pas. Mais non, mais après, c'est gentil, quoi, c'est gentil. Et... Non, ça a été assez vite, franchement, ça a été assez vite évacué. Ok, ouais. Et t'as rejoué combien de temps après? 1 mois après, par contre. J'avais Ok. pas envie du tout de rejouer. Ouais. J'ai mis un bon mois avant de rejouer. Pas du tout envie de jouer. Est-ce que durant toutes ces années, il y a des moments où t'as pensé à arrêter? Ouais, il y en a eu. Il y en a eu, bien sûr. J'ai toujours aimé le jeu, mais il y a eu des moments où ouais, ça commençait à me gaver, où tu te dis aussi... j'ai eu une petite période où tu te dis un peu... mais en fait, je joue au poker, j'apporte pas grand-chose à la société, tu vois. Enfin, t'apportes rien à la société. Tu joues au poker, bon ok, on paye des impôts en France, beaucoup, mais à part ça, j'avais un peu ça. Et en fait, le fait de faire d'autres activités à côté, la radio et notamment les vidéos, bah, c'est ça qui m'a aidé. Parce qu'en fait, ça fait que je suis pas... c'est très chronophage, le poker. Mais là, je fais d'autres choses à côté. C'est top. Et en plus, tu vois, le fait de faire des vidéos où j'apprends aux gens à jouer, en plus, elles sont gratuites. Bah, j'ai plein de personnes qui viennent me voir. Ah, bah, grâce à toi, j'ai progressé. J'ai commencé à gagner un petit peu, ou juste à plus perdre, ou juste à m'amuser, tu vois. Pas non plus forcément que de l'argent. Des gens qui me disent, ah, bah, grâce à toi, je me suis payé des petites vacances, des petits trucs.
bah, c'est cool. D'autres gens aussi qui jouent pas du tout, mais qui me disent, ah, mais tes histoires, putain, elles sont cool, j'aime, les histoires sont incroyables, j'aime comment tu racontes tout ça. Bah, c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. Et ce qui est dommage des fois, c'est que j'ai ce petit défaut, maintenant ça va un peu mieux, mais avant, j'avais 95 commentaires positifs, allez, même 99 commentaires positifs, un négatif, et le négatif, il me faisait beaucoup de mal. Là-dessus, j'ai énormément progressé. Maintenant, ça va. Maintenant, en fait, comment je qu'anime avec moi à la radio, il m'a dit une image. Il m'a dit, mais en fait, imagine que t'es chanteur, t'es sur une scène, et t'as toute une foule, écrit tes chansons. Et t'as juste 2 mecs devant la salle, tu sais, qui t'insultent. En fait, parce qu'en fait, c'est ça. Et bon, faut pas se prendre la tête. Et maintenant, ça va mieux. Mais il y a des petites périodes, c'était un peu dur. Mais bon, globalement, franchement, on a une communauté qui est top. Les gens sont ultra bienveillants, ils sont cool. Et puis, je pense qu'ils voient aussi que je suis vraiment passionné, je suis sincère, et c'est juste ça le plus important, quoi. Moi, je fais les trucs parce que moi, ça me fait kiffer. Et je pense que quand tu fais les choses et que les gens voient que toi, avant tout, tu prends du plaisir, et bah, tu peux que kiffer, je pense. Là, tu parles de la création de contenu. Ouais, de la création de contenu, ouais, bien sûr. Donc justement, la création de contenu, ça t'a permis de pas arrêter. de pas arrêter, ouais, de redonner du sens un peu Ouais, c'est ça. à C'est ça, de redonner du sens, de travailler aussi de façon différente, parce que, bah, en fait, quand tu veux jouer et progresser, bah, tu vas rentrer dans les détails. Mais en fait, moi, mes vidéos, la plupart du temps, c'est des vidéos où j'essaye d'apprendre à jouer aux gens. Donc, il faut que je sois beaucoup plus synthétique, il faut que je vulgarise énormément les choses. Donc, en fait, tu retravailles les bases. Et puis tu vois aussi les gens et tu dis, mais attends, mais là il fait une erreur, mais en fait moi aussi c'est une erreur que je faisais avant. Comment moi je l'ai réparé, bah comme ça, ok, bah donne un petit peu tes conseils, donne tes trucs, et c'est cool parce que tu progresses aussi une tonne au contact des débutants. Tu progresses pas que au contact des top players. Les débutants, ils ont d'autres visions, des fois ils vont te poser des questions que toi tu te poses pas et que tu te poses plus, et en fait tu vas avoir un autre regard, et ça fait aussi progresser. Donc c'est vraiment super intéressant de faire ça. Alors maintenant, je fais moins de coaching personnalisé en one-to-one parce que j'ai plus le temps. Mais tu fais du contenu. Voilà, je fais du contenu. Donc j'ai fait une masterclass aussi, des formations. On a fait ça. Ça a été très compliqué pour moi aussi parce qu'en gros, nous, on a fait plus de 10 ans de contenu que gratuit. Pendant 10 ans, on faisait que du contenu gratuit. Voilà, c'était notre marque de fabrique. Et au bout d'un moment, bah, tu grossis, tu as des projets en tête aussi, et il faut de l'argent. Et le contenu gratuit, au bout d'un moment, bah, ça suffisait plus. Donc, on a décidé de faire des masterclass. Et franchement, ça a été difficile pour nous au début, quoi, de se dire, on va vendre notre contenu. C'était dur parce que je sais pas pourquoi j'avais du mal à me sentir légitime alors que ça faisait 10 ans que je faisais du vidéo, quoi. Je me disais, mais non, mais est-ce qu'on peut pas encore faire du gratuit un peu plus et tout? Et puis, bah, au bout d'un moment, non, mais tu changes. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que les gens étaient demandeurs et là, par contre, j'ai mis 1 an à la faire parce que je me suis dit, ok, si tu le fais, par contre, il faut que tu bosses dessus de malade et il faut que tu sois fier de ce que tu as fait. C'était mon premier truc. Et je pense que le lancement de ma formation, c'était une boule au ventre incroyable parce que tu sais, tu bosses pendant 1 an dans ton coin. Ouais. Tu proposes ton produit. Et tu sais pas ce que les gens vont en penser. Parce que quand t'es gratuit, c'est bon, que les gens disent que c'est bien et tout, ça te fait plaisir. Mais c'est gratuit, ils se sont pas investis réellement dedans. Tu leur as pris du temps, bon, c'est important aussi. Mais là, ils sortent leur CB et ils font un investissement financier. Donc déjà, ils vont être plus critiques et c'est normal. Ils vont être plus exigeants et c'est normal. Ouais, là, c'était dur, quoi. Et bon, au final, elle a été super bien accueillie. J'étais très content. Bon, j'ai eu quelques critiques, c'est normal. De toute façon, il y en aura toujours. Mais ça m'a soulagé. Mais ouais, au début, ça a été dur. Ça a été dur. Alors, je te rejoins là-dessus sur la partie coaching, Ouais. que ça te permet de t'améliorer. Alors moi, pour parler un petit peu, pour te redonner un peu de contexte, moi, je suis passionné de sport de combat. Donc, j'en fais depuis Ok. depuis que je suis petit, c'est ma passion. Tout sport de combat. Alors, pour faire mon parcours, moi, j'ai surtout commencé avec le Muay Thai à la Ok. base, parce que mon père en faisait, son père en faisait aussi. Ok, donc c'est de famille, quoi. Voilà, mon père a mis dedans très jeune, mais je me suis tout de suite après ouvert. J'ai voulu apprendre autre chose. Après, je me suis mis au MMA, Ouais, parce que je me suis dit, c'est le plus complet, en fait. J'étais en recherche d'efficacité. Ok. Donc, je me disais, bon, Muay Thai, c'est bien, mais je vois qu'il y a un sport qui est plus complet et qui a l'air plus efficace, donc je vais m'y mettre. Et ensuite, tu connais un peu les sports de combat? Ouais, je connais le MMA parce que c'est a explosé, que c'est à la mode, Ouais. donc je regarde un peu. Après, je suis pas du tout spécialiste. Non, mais genre, tu vois à quoi ça ressemble. Oui, bien la sûr, différence, ouais, totalement. Ouais. Et en fait, en commençant le MMA, donc j'avais quoi? J'avais 7-8 ans de Muay Thai dans les pattes. Je me faisais soumettre par des Ok. mecs qui faisaient 1 an ou 2 de MMA parce qu'ils étaient bons au sol.
Ou Et des toi, mecs qui pas du venaient. tout, quoi. Et moi, zéro. Et donc, je me suis dit, pourquoi moi, j'ai 7-8 ans de background de Muay Thai et je me fais soumettre par des mecs qui ont 1 ou 2 ans d'expérience. Et je me suis dit, en fait, il faut que je me concentre sur la partie sol, sur la partie soumission, donc jiu-jitsu brésilien. Et donc, j'ai fait une pause de MMA. Je me suis dit, je vais faire une pause jusqu'à ce que je devienne compétent au sol, après je reprends. Et là, cette pause, ça fait 8 ans. Ok. Et je suis pas revenu au MMA, donc là, je suis au jiu-jitsu brésilien depuis 8 ans. Ah ouais, t'es resté que là-dessus, quoi. Ouais, et en Ok. fait, je suis tombé amoureux de ce sport aussi. Bon, après, bon, j'aimais déjà le sport de combat, mais il y a toute une dimension en fait stratégique dans le jiu-jitsu brésilien. En fait, on compare ça souvent aux échecs, c'est un peu cliché, mais il y a toute une partie un peu algorithmique, comme tu peux avoir aux échecs, du type lui, il tente cette technique, il m'attrape là, donc moi, ça m'ouvre Toi, tant de tu vas possibles. avancer, voilà, C'est ça, donc moi, je vais pouvoir contrer là-dessus, mais lui, il a peut-être anticipé ça, donc il a fermé cette porte-là. Donc tout a un contre. Et c'est assez psychologique, c'est beaucoup de feintes aussi, beaucoup de systèmes. En fait, c'est des systèmes et des sous-systèmes que tu mets en place. Et depuis là 2 ans, je coach Ok. en jiu-jitsu brésilien, je donne des cours. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça m'a fait progresser. Parce qu'il y a des choses que je faisais de manière un peu plus naturelle et intuitive que j'ai dû formaliser. Ouais, c'est ça. Tu dois en fait réussir à expliquer notre raisonnement. C'est pas si simple et ça nous aide à progresser, clairement. C'est ça. C'est que des trucs que tu fais, en fait, je fais ça. Après, je dis, mais pourquoi je fais ça? Tu sais, tu reviens un peu à l'essence. Et puis comment je l'explique aussi. Parce C'est que des ça fois, aussi. tu fais des trucs comme ça et instinctivement, mais réussir à les expliquer, c'est pas forcément si simple. Et c'est là où la pédagogie, c'est important. Et ça se travaille, quoi. Le meilleur joueur du monde, moi, je pense qu'il y a des joueurs au poker, c'est des génies, ils sont au top. Je pense que c'est pas des bons coachs parce que ils ont du mal à s'exprimer, ils sont pas forcément très empathiques ou très bavards, ils sont un peu dans leur bulle, dans leur monde, et tu peux être extrêmement fort dans un domaine et pas forcément être un bon coach. Par exemple, enfin un parallèle, mais tu vois au foot, moi je comprends pas les gens qui disent ah mais tu peux pas bien connaître le foot parce que enfin tu peux pas être expert du foot alors que t'as jamais joué. Mais c'est faux, il y a les top coachs. Il y en a, alors évidemment, tu prends Zidane par exemple, il a joué, mais il y a les top coachs, c'était soit des joueurs médiocres, par exemple, et ça a été des génies tactiques. Donc l'un n'est pas forcément lié à autre chose. Le but, c'est d'être très bon pédagogue et de bien vulgariser et simplifier les concepts et de les expliquer, quoi. Ouais, de transmettre, en Ouais. fait. Et je pense aussi, je sais pas si tu as eu ce sentiment-là, mais après avoir justement accumulé tellement d'années de pratiquer, j'ai eu ce besoin de transmission. Tu vois, c'est comme un... Je sais pas, j'avais ressenti le besoin de dire, mais en fait, comme tu disais, je sers à rien. Enfin, tu dis pas que je sers à rien, mais je sers pas trop à la société. Oui, Moi, tu cherches un peu un sens à ce que tu c'est fais. ça, Quoi. ouais. Ça te donne un sens et un impact aussi. Tu as l'impression d'avoir un impact sur... Bon, moi, les gens font ça en loisir. Enfin, il y a quelques personnes qui font... Nous aussi, hein, nous, la majorité des gens, c'est du loisir. Il ne faut pas penser que tout le monde veut être professionnel ou quoi que ce soit. Non, il y a beaucoup de joueurs, ils n'ont pas d'attente, soit financière ou quoi. Ils veulent juste progresser, s'amuser parce que c'est leur passion. Et voilà, ils veulent juste... parce que tu as des joueurs, ils débutent, ils sentent peut-être pas bons ou nuls, ils veulent juste être corrects, s'amuser dans leur partie avec leurs potes, rouler sur leurs potes aussi, voilà, genre de trucs. Mais ouais, tu veux... Puis je pense que quand tu joues à quelque chose tous les jours... si t'as pas vraiment de but dedans, au bout d'un moment, ça va te lasser, je pense, si t'as pas d'objectif. Il faut que tu te fixes un petit objectif. Tu vois, les gens qui viennent te voir pour progresser, soit ils le font peut-être par découverte et il y en a, ils lâchent, mais ceux qui se fixent un peu des objectifs, ils vont continuer plus longtemps, ouais. Ouais, non, mais après, il y en a, ouais, je pense toi aussi, il y en a beaucoup qui lâchent, comme tu disais, j'aurais pas un chiffre à sortir, mais t'en as certains où t'as l'impression de leur avoir un peu transmis ta passion. Et ça, je trouve que c'est gratifiant. Ouais, clairement. T'as l'impression d'avoir ouvert des trucs. Et mais par contre, moi, j'ai pas fait de contenu comme toi justement pour coacher, donc je donne des cours dans le club où je m'entraîne. Mais je voulais te poser cette question par rapport à la création de contenu. Est-ce que t'as pas ressenti un besoin aussi de te montrer et de te mettre en avant En fait, par rapport à... pas vraiment, parce que de la façon dont ça s'est fait, déjà les toutes premières vidéos que je faisais à l'époque, il n'y avait même pas de webcam, il y avait un PowerPoint. Donc déjà, il n'y avait rien du tout. Et en fait, c'était juste que quand Peanuts a créé Kill Tilt, donc moi je suis arrivé, je crois que je suis le 3e compte créé, enfin au tout début. Et il faisait des vidéos sur un blog et je me suis dit écoute, voilà, je filmais mes parties, je vais regarder mes parties, puis j'ai commencé à partager ça comme ça. Il y avait pas du tout. Et puis à l'époque, si tu veux, les vidéos poker, franchement, je faisais 100 vues, mais j'étais le plus heureux du monde, quoi. Le but, c'était voilà, de partager un peu à mes potes, à machin. Donc il n'y avait pas cet objectif-là. Et on a grandi tellement petit à petit dans un milieu de niche qu'il n'y a pas
il n'y a pas réellement eu ce phénomène de me montrer ou quoi. En tout cas, je ne l'ai jamais fait pour ça, parce que je pense que déjà, si tu as envie de faire ça, tu choisis un autre domaine que le poker, parce que c'est un milieu de niche. Donc si vraiment tu as envie de te montrer et tout, enfin, pas de te montrer, mais de devenir populaire, par exemple, comme les jeux, maintenant, il y a beaucoup qui veulent faire influenceur, tu vois, ce genre de choses, mais c'est un mot qui veut tout et rien dire, parce que pour moi, le but, c'est d'apporter de la plus-value dans ton domaine. Donc c'est un mot un peu fourre-tout. Mais j'ai pas eu ce besoin-là de... Je pense que maintenant, par contre, une fois que tu es habitué à ça, c'est vrai que c'est gratifiant. Tu vois, c'est vrai que ça me fait plaisir. J'arrive sur un tournoi de poker, les gens viennent me voir. C'est super agréable. Et en plus, moi, ça m'arrive pas au quotidien. C'est pas, je pense qu'au quotidien, c'est invivable. Tu prends le métro, tout le monde te reconnaît. Je pense que vraiment, je pense que c'est pas un cadeau. Ça fait partie du job, mais c'est pas un cadeau. Moi, ça m'arrive pas. Les gens, ça m'arrive une fois de temps en temps, mais c'est très rare. Donc, moi, c'est cool. Je kiffe cette petite notoriété, on va dire. Et surtout, ce que j'aime, c'est pour moi, le plus important, c'est d'être reconnu. Tu vois, d'être légitime. Que les gens pensent que tu es légitime, que tu fais bien ton taf, que c'est un taf de qualité. Ça, c'est le plus important. Pour être connu, en soi, ça m'intéresse pas, quoi. Ok, ouais. T'as eu le syndrome de l'imposteur au début que tu faisais ton contenu ou pas? Ouais, un peu. Ouais, un petit peu. Je l'ai eu un petit peu, mais c'était pour le contenu un peu, mais pas le plus. C'était vraiment quand je jouais. Je te dis plus le fait de me dire, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le but? Et tu vas faire quoi aussi dans 5 ans? Un peu ça. Et le syndrome de l'imposteur, ouais, parce que tu sais, il y aura toujours des joueurs meilleurs que toi. Donc tu te dis, pourquoi eux ils font pas enfin tu vois, faites aussi du contenu, faites des trucs. Moi j'ai déjà eu très peu, mais tu vois, t'as des joueurs qui peuvent être par exemple jaloux parce qu'ils sont meilleurs, et ça peut être vrai, et t'es plus connu. Bon, j'ai envie de dire, faites des choses et il n'y a pas de problème. Moi, en plus, plus les gens font des choses, mieux c'est, parce que c'est mieux pour tout le monde dans la communauté. Plus la communauté grossit, mieux c'est. Mais en vrai, ça, c'était plus moi qui me mettait ces problèmes dans la tête, alors qu'en fait, il n'y avait pas ça. Parce que la plupart des gens sont bienveillants, les joueurs sont bienveillants. Et dès que j'ai eu des moments... par exemple, on parlait de Vegas quand j'ai sauté, mais j'ai reçu tellement des milliers de messages de toute la communauté, d'inconnus, de joueurs connus, de tout le monde. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, en fait, je pense que tu montres une bonne image de jeu, et c'est pour ça que les gens t'aiment bien, et ils ont été tristes pour toi, quoi. Donc c'est ça aussi, ce moment, ça m'a permis de réaliser un peu ça. Qu'il y avait des gens qui t'aimaient. Qu'il y avait des gens qui m'aimaient, surtout au-delà qui m'aimaient, qu'ils voyaient que j'étais sincère dans ce milieu, tu vois. Que je trichais pas, et voilà, que je faisais mon petit bout de chemin depuis des années, et c'est cool. Et puis, tu vois, tu disais par exemple, tu transmets ta passion. Moi, je sais qu'il y a des mais j'ai adoré ça. Par exemple, quand j'ai sorti, j'ai quelques mecs qui ont acheté ma formation et ils m'ont envoyé un message. Ils m'ont juste dit, écoute, moi maintenant, je joue super cher et tout machin. J'ai pas besoin de ta formation, mais c'est toi qui m'as fait connaître le poker. Ça me fait plaisir, et ils l'ont pris, ils l'ont même pas regardé, tu vois. Ok. C'est génial. Alors évidemment, vous n'avez pas besoin de me remercier et d'acheter un truc. M'en fous. Regardez les vidéos gratuites, mettez un pouce, abonnez-vous, j'en ai rien à foutre. Ou juste envoyez un message, ça me fait plaisir. Mais ouais, ça montre que c'est cool, et t'as transmis ta passion. T'as presque permis à des gens de trouver leur voie, et ça c'est génial, quoi. C'est trop bien. Et j'imagine, ouais, que tu as ce sentiment un peu d'avoir un impact sur la vie des gens, et qu'ils te le en plus qu'ils te le... Un petit impact, hein, ouais, quand même, mais surtout qu'ils te le fassent sentir, comme on disait, quand justement, par exemple, qu'ils t'ont soutenu, quand tu as perdu cette grosse main au WSOP, etc. Donc tu te sentais aimé. Est-ce que tu préférerais être aimé pour ce que tu es ou pour ce que tu fais? C'est une difficile question, je pense, pour ce que je suis majoritairement, parce que de toute façon, ce que tu fais, tu le fais bien par rapport à ce que t'es déjà. Donc non, je pense que je suis quelqu'un que j'ai besoin de me sentir aimé, par contre. Ok. Pas forcément par tout le monde, mais Tu sais pourquoi? Ouais, après on pourrait revenir à plein de choses dans mon enfance, il y a des tonnes de choses, mais j'ai ce besoin-là. J'aime avoir ce truc, je le sais, des fois ça peut être un défaut, tu vois, d'être un peu au centre, tout ça, j'aime ça. Et au-delà de j'aime ça, je pense que j'en ai besoin. Moi, dans mon groupe Par contre, tu vois, je connais énormément de monde, mais j'ai un cercle rapproché très petit. Très petit, parce que j'ai besoin d'être sûr de pouvoir faire confiance à 100% dans les gens qui m'entourent. Et j'ai la chance d'avoir un groupe de potes exceptionnels depuis des années. Ils m'ont connu avant le poker, ils m'ont connu dans la merde, ils m'ont connu malade, très malade. Enfin, dans tous les problèmes de la vie, ils ont toujours été là, quoi qu'il se passe. Et eux,
tu vois, je sais pas, demain, je gagne au loto, ils seront toujours là pour me tenir et mettre les pieds sur terre. Et ça, pour moi, ça vaut tout. Et je pense que la pire des choses qui pourrait m'arriver dans la vie, ce serait que ces gens-là que j'aime plus que tout ne m'aiment plus, tu vois. Ça, ce serait très, très dur. Et là, ouais, donc, ouais, pour ce que je suis de loin, ouais. Ok, d'accord, je comprends. Tu dis que t'aimes bien être le centre depuis toujours, tu penses? Non, pas depuis toujours, parce que quand j'étais... alors, quand je dis j'aime bien, je sais que ça fait partie de moi. Je sais que, par exemple, dans une soirée, s'il y a une conversation, s'il y a du monde, je vais avoir du mal à écouter une conversation sans à un moment essayer de donner mon avis. Alors, par contre, j'accepte totalement d'avoir tort et je dis pas que j'ai raison. Si c'est un sujet, par contre, que je connais pas, je dirai rien. Mais c'est vrai que j'aime bien parler. De toute façon, je pense que ça s'entend parce que tu as entendu. Mais ouais, je peux prendre de la place. C'est vrai que je peux prendre de la place. Mais c'était pas le cas, par contre, quand j'étais gamin, au contraire. C'était le cas avec mes amis proches, mais sinon pas du tout. Et maintenant, j'ai pris plaisir à parler. J'ai dû apprendre aussi beaucoup. Et pour le coup, ma copine m'a beaucoup aidé pour progresser. À laisser de la place. À laisser de la place, exactement. À laisser aussi des blancs. Les silences, c'est pas problématique. Tu peux avoir ça veut pas dire que t'es mal. Ça a été dur d'accepter le silence. Et puis aussi d'écouter les autres, en fait. Ouais. C'est ultra important. Ça, la radio m'a forcément beaucoup aidé parce que j'ai pas le choix. Je pose des questions, faut que t'écoutes quand même les gens. Donc ça m'aide. Mais parfois, c'est vrai que j'ai mon cerveau qui va à 2000 et j'ai du mal, si une conversation dure, à être concentré et focus. Sans être actif. Très longtemps. C'est-à-dire que des fois, je vais être là et c'est pas qu'en fait, la personne en face ne m'intéresse pas et que je m'en fous. C'est que je l'écoute, mais à un moment, mon cerveau va penser à un autre truc. Et j'ai énormément travaillé dessus pour recentrer mon attention et me dire, écoute activement la personne qui est en face. Surtout, c'est une conversation importante, c'est importante pour elle. Tu dois l'écouter. Et sur ça, j'ai dû vraiment, vraiment faire un travail, quoi, clairement. J'ai l'impression d'entendre un descriptif de ma personnalité. Parce que je suis un peu comme toi, pour le coup. Je pense que je prends quand même pas mal de place et j'aime bien être actif dans les échanges et être un peu le centre également. Et c'est vrai que j'ai aussi souvent du mal à laisser les blancs. Justement, je travaille là-dessus dans les podcasts et d'être plus en écoute active. Et j'ai une petite question là-dessus parce qu'on m'avait fait cette remarque et je sais pas si c'est les gens qui ont on va dire ce tempérament-là ou si c'est juste moi. Mais est-ce que quand tu marches en groupe, je sais pas, avec tes potes, t'as du mal à être sur les extrémités, il faut que tu sois un peu plus, tu vois, genre en marche en ligne? Ouais, ça, je t'avoue, j'ai jamais pensé à ça. Peut-être. En tout cas, je sais que par exemple, avec ma copine, je me mets toujours du même côté. Ok. Bon, ça, c'est un peu elle aussi. Mais Ouais. genre, voilà, c'est un peu le truc basique. Mais avec mes potes, écoute, je sais pas. Alors, il y a une règle en voiture, c'est que je suis toujours devant. Ça, c'est parce que je suis malade, donc ça n'a rien à voir. Mais peut-être que, écoute, ça faudrait leur poser la question. Ça se trouve, j'ai jamais remarqué. Ils vont dire, mais ouais, mec, tu marches toujours au centre. C'est possible. Je peux pas te dire non parce qu'en vrai, j'avais fait gaffe, mais peut-être que tu feras gaffe avant toi. Maintenant, du coup, je vais y penser. C'est ça. Et bah, attends, ça va être horrible parce que maintenant, dès que je vais être au centre, je vais me dire, putain, t'es vraiment mégalo, mec. Tu crois en un être supérieur? Non. Zéro. Ouais, non, zéro. Je crois aux extraterrestres, à une vie autre part. Ouais. Parce que pour moi, je vois pas pourquoi on serait seul et je me dis qu'il y a tellement de galaxies qu'il y a forcément de la vie quelque part. Ouais. Être supérieur, pas du tout. On peut pas vraiment dire que j'ai été religieux, mais en tout cas, j'ai été dans une famille qui était croyante, donc j'ai été baptisé, j'ai fait ma première communion, j'étais dans un collège, lycée catholique, donc j'ai lu la Bible, donc tout ça, j'ai connu, et en fait, plus j'ai lu, plus tout ça, plus j'ai vu que ça me parlait pas, en fait. Donc évidemment, je respecte toutes les croyants, j'ai des potes qui croient, d'autres qui croient pas, chacun fait ce qu'il veut, et peu importe la religion, mais moi, ça me parle pas. Et je pense que ça me parle pas parce que je suis quelqu'un qui est très rationnel. Donc les maths, par exemple, ça me parle. La science, ça me parle. Mais j'ai un peu du mal à ça. J'ai par exemple tout ce qui est astrologie, tu vois, les Superstition. Ouais, je suis pas quelqu'un de trop superstitieux. Alors, pour moi, c'est difficile de dire pas du tout. En plus, quand tu es dans un milieu du jeu, ça peut être difficile. J'ai forcément des tout petits trucs. Mais j'essaye de pas l'être parce que pour moi, si c'est pas rationnel...
j'ai du mal à le visualiser. Alors, quand je demande être supérieur, c'est pas forcément un être intelligent ou un être issu d'un texte, etc. hein. Je peux dire, par exemple, je sais pas, je crois en la force de la nature. Que Oui, la nature, oui, bien sûr. Mais Donc, la nature, c'est quelque chose de rationnel. Enfin, tu vois, elle est là, on la voit, elle évolue. Elle était là avant nous, elle sera là après nous. Donc, à la limite, oui, si Tu on vois. résume comme ça, la Ou alors- nature, pour moi, oui, c'est un être supérieur. Ou alors, tu Enfin, peux c'est- croire. Tu vois, il y a des gens qui peuvent dire que je crois que soit le hasard dicte tout, Ouais. soit le hasard n'existe pas. Il n'y a pas d'entre deux. C'est difficile ce genre de choses parce que tu vois, c'est comme le destin. Si tu crois au destin, ça veut dire qu'en fin de compte, dans ta vie, tu fais aucun choix. Mhm. Moi, je peux pas accepter de vivre dans une vie où je fais pas de choix. Ok. C'est pas possible. J'ai besoin de me dire, c'est mes choix. C'est mon erreur, je me suis planté. Ou c'est mon choix, j'ai réussi parce que j'ai pris ce risque-là, tu vois. Je trouve que en fait, si tu te dis dans ta vie, tu fais pas de choix, tous tes choix n'émanent pas de toi. Ah, moi, ça m'angoisse. Ça m'angoisserait. Je serais pas bien. Donc, non, je peux pas me dire ça. Après, le hasard, c'est juste pour moi une chose où il t'arrive quelque chose et c'est pas de ton fait, en fait. T'es pas actif dessus. Donc, par exemple, je crois forcément au hasard, puisque au poker, il y a du hasard. Au poker, je maîtrise plein de données, mais la carte qui m'a sorti, je maîtrisais pas ça. Donc ouais, le hasard existe. Le hasard, après, on peut l'appeler la chance, on peut l'appeler la malchance, il a plein de noms pour plein de situations, mais pour moi, ça existe, tu peux pas tout contrôler dans la vie. Je sais pas, par exemple, t'as des gens, c'est malheureux, mais tu te retrouves au mauvais endroit, au mauvais moment, t'as un accident, t'as un truc. C'est le destin ou c'est le hasard? Moi, je préfère me dire, c'est plus le hasard et c'est pas de chance, quoi. Ok. Et toi, en tant que joueur, tu essaies de réduire le hasard le plus possible. Alors, ça, c'est un phénomène assez bizarre, puisque dans la fiscalité, par exemple, dans les impôts, on est capable, nous, théoriquement, quand on est joueur professionnel, d'atténuer le hasard. Moi, je crois pas trop à ça, parce qu'en fait, les probabilités sont les mêmes pour tout le monde. Donc, je peux pas atténuer les probabilités. Quand je fais tapis avec une paire d'as, que mon adversaire a une paire de rois, moi, j'ai 80% et lui 20%. Si on inverse, il a 80 et j'ai 20. Donc, je peux pas atténuer le hasard. Par contre, ce que je peux faire, c'est maximiser au maximum mes décisions et les situations. Et donc être meilleur que mon adversaire. Ça, je peux le faire. Mais finalement, atténuer le hasard, pour moi, c'est... En tout cas, pour le poker, c'est pas exactement la bonne formulation parce que... Pourquoi en fait, il faudrait être surnaturel pour maîtriser le hasard et avoir un domaine et être supérieur à ça. Donc non, pour moi, je peux pas l'atténuer. Mais... en fait, l'atténuer, je comprends, tu vois. Je comprends ce que tu dis. C'est juste la formulation que, pour moi, n'est pas la bonne, mais en soi, non, on peut pas réduire le hasard. Les probas sont les probas et tu vas essayer juste de jouer du mieux que tu peux, quoi. Bien sûr. Mais tu essaies quand même de bloquer le plus de paramètres que tu peux. Ouais, je vais essayer, par contre, voilà, de prendre en tout cas tous les paramètres qui sont à ma disposition pour prendre la meilleure décision. Et le but, en fait, il y a des joueurs, ils vont voir plus de paramètres que d'autres. Quand tu débutes, tu regardes que tes cartes. Quand tu progresses, tu regardes tes cartes, mais tu regardes aussi les mises de ton adversaire. Puis après, tu regardes l'historique de ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qu'il a fait les coups d'avant, donc qu'est-ce qu'il est susceptible de faire après. Toi, tu as également travaillé tes probabilités, donc tu sais que dans cette situation-là, tu visualises toutes les mains que tu as. Et donc, tu sais qu'ici, globalement, tu dois miser ou pas miser, ce genre de choses. Donc ouais, ça, tu peux le maîtriser. Mais ça, c'est pas du hasard au final, puisque c'est les informations qui sont à ta disposition. Et en fait, le poker, c'est juste un jeu à informations incomplètes. C'est simplement ça. Alors, c'est marrant qu'aujourd'hui... Enfin, c'est marrant. Aujourd'hui, voilà, le poker prend une grosse place dans ta vie, etc. Mais tu disais qu'au tout début de notre échange, que tu es un genre de personne qui, quand il a trouvé quelque chose qui lui plaît, il rentre dedans à fond. Comme par exemple Dance Revolution, etc. Parcours, etc. Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas croisé la route du poker, tu aurais eu un chemin similaire, entre guillemets, donc un peu entrepreneur, un peu se lancer à fond dans un domaine que tu veux démocratiser, etc. Tu penses dans un autre domaine si tu aurais croisé, ou c'est vraiment le poker? Non, je pense que ça aurait potentiellement pu être autre chose. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que j'aurais pas pu, alors je l'aurais fait si j'avais pas le choix, mais j'aurais eu du mal à travailler derrière un bureau ou faire alors ce qui est particulier puisque je bosse derrière un bureau chez moi souvent, c'est vrai. mais je décide quand je le fais, je peux me lever, je peux me filmer, je fais du montage, Photoshop, puis je voyage beaucoup pour aller sur des tournois, faire des émissions, donc je fais quand même pas mal de trucs différents, mais être avec un patron dans un bureau, arriver le matin à 8h, partir à 17h, je sais foncièrement que ça m'aurait rendu triste. Je l'ai fait 1 an pendant mon alternance et c'était horrible pour moi. Du coup, j'allais
C'est pas que j'allais mal faire mon travail, mais j'allais juste faire mon travail, faire le minimum, etc. Et ça m'aurait pas rendu heureux. Donc je pense qu'à un moment, j'aurais vrillé, je serais peut-être parti, je sais pas, à l'étranger, faire d'autres choses. Et j'espère que j'aurais trouvé un truc qui m'aurait plu. Moi, j'ai eu cette chance de tomber sur ce domaine-là qui m'a plu et sur lequel j'ai pu travailler pour être compétent. Et en fait, je trouve que ça, c'est une énorme chance. Ça, pour moi, c'est une vraie chance. Malheureusement, il y a des gens qui vont jamais tomber sur le domaine qui les rend heureux dans leur vie. Et ça, c'est triste, tu vois. Et ça peut, en fait, ça peut être plein de choses. C'est juste, tu vas rencontrer ce domaine précis à tel moment, et bah ça te plaît et tu vas mettre la tête dedans. Ouais, je pense que ça aurait pu être autre chose. Je peux pas te dire quoi, évidemment, mais parce que... Ouais. Et tout simplement parce que j'aurais jamais pensé au poker avant. Tu vois, tu m'aurais demandé, ne serait-ce qu'un an avant que je découvre le jeu, je t'aurais jamais dit que j'allais aimer le poker déjà de base. Parce que dans ma famille, je te dis, on jouait... Enfin, en tout cas, moi, je jouais pas aux cartes. J'ai jamais été un joueur de cartes. Donc, c'est tombé par hasard. Il n'y a pas plus bizarre que moi, que je devienne joueur de poker. C'est tellement bizarre déjà. Donc, ouais, ça aurait pu être d'autres trucs. Quoi, je sais pas, franchement. À voir. Ok, ouais, À voir dans une autre vie, peut-être qu'il y a d'autres vies, je sais pas. Dans un univers parallèle. Mais ouais, alors, tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un justement qui est peut-être dans un boulot qui lui plaît pas et qui a une passion à côté qui vraiment il se sent épanoui et il se voit pas faire ce boulot toute sa vie justement, mais qui a peur de se lancer, justement comme toi tu as pu le faire, de prendre les risques. Tu lui donnerais quoi comme conseil? À quoi il devrait faire attention? C'est quoi Bah, déjà, avoir peur, c'est normal. Ouais. Faut pas se dire les gens qui vont me dire qu'ils ont réussi, qu'ils ont explosé, tout le monde a eu peur. T'as peur, entreprendre c'est difficile, ça fait peur, c'est un gros changement, mais pour moi faut le faire parce que je leur dirais juste, est-ce que dans 20 ans tu préfères avoir échoué et avoir essayé ou te dire toute ta vie, tu sais, il y a des gens ils disent mais à ton âge j'aurais fait ci, à ton âge j'aurais fait ça, et avoir ce regret là. Moi je peux pas vivre avec ça. Je peux pas me vivre et me dire mais là j'aurais pu faire ça, etc. Mais en fait fais-le, tu te plantes, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu si t'es alors les gens qui ont une famille, je peux comprendre que c'est difficile parce que c'est ton choix, mais il y a des conséquences pour d'autres personnes. Eux, ok, ça peut être difficile. Moi j'ai pas de famille, j'ai pas ce problème là, et puis globalement autour de moi si je me plante, mais mes potes ils vont jamais me dire je te l'avais dit, t'es nul, t'es machin. Ils s'en foutent. Ils vont me soutenir quoi que je fasse et ça me... Ouais, non, il faut le faire, il faut prendre des risques. Et puis en plus, maintenant, il y a tellement de domaines où tu peux être autodidacte et te lancer seul. Tu vois, là, par exemple, on fait un podcast. Il y a 20 ans, faire un podcast, c'était compliqué. Maintenant, tu as une idée, lance-toi, essaye de faire ton truc. Et ça marche. En fait, si tu as tout donné et que ça marche pas, c'est que ça pouvait pas marcher. Et ça se trouve, tu vas apprendre de tes erreurs. Il y a quasiment aucun entrepreneur qui n'a pas planté une boîte à un moment ou à un autre. Tu vois tous les succès, mais en fait, il y a eu tellement d'échecs avant. Donc, les échecs, t'en auras forcément, t'en auras obligatoirement. Et si t'es pas heureux dans ta vie, en fait, si t'es pas heureux dans ta vie et que tu sais comment l'être, c'est triste de pas le faire. Tu vas souffrir, c'est horrible. Tu sais, c'est comme quand t'es en couple. T'arrives au bout de ta relation, tu le sais, les deux le savent. Au fond, tout le monde le sait. Ça marche plus, c'est dur. Tu rentres, tu sais que tu vas te prendre la tête, c'est compliqué. Et tu mets toujours trop longtemps avant de te séparer. Et c'est normal parce que ça te fait peur. Mais là, c'est pareil. Mais à un moment, à un autre, tu vas te lancer et tu t'en sentiras tellement libéré. Peut-être tu gagneras moins d'argent. Mais en fin de compte, vaut mieux gagner moins d'argent et être heureux. Et peut-être, tu galéreras peut-être pour finir les fins de mois. Mais si t'es content de te lever le matin, t'as tout gagné, quoi. Mais comment parce que toi, tu t'es mis, par exemple, je me donne un an, tu t'es mis des sous de côté et tu t'es dit, je me donne un an pour réussir, entre guillemets. Ouais, c'était un peu en fait, moi, j'avais besoin de me fixer un objectif. Ouais. Parce que je fonctionne. Tu vois, par exemple, je m'étais entraîné pour le marathon. Je courais pas trop. Bon, j'ai toujours été un peu sportif, mais je courais pas trop. C'est un pote à moi qui m'a dit, je veux me mettre à la course. Vas-y, ça te dit pas de courir avec moi. Je lui ai dit, ok, mais par contre, on se met un objectif. Moi, j'avais dit 10 km. Hein. Bon, il se trouve qu'il m'appelle 2 semaines après, il me dit ouais, ma boîte, elle peut nous inscrire au marathon, est-ce que t'es chaud? Bon, moi je suis un peu concon, je suis un peu au bout, je dis vas-y, marathon, let's go. Donc on s'est préparé à fond, mais on avait un énorme objectif, donc on s'est bien préparé. Si tu mets pas d'objectif, je suis incapable de travailler et là je deviens très feignant. Donc là je m'étais juste dit, en fait, ton argent de côté c'est ta sécurité. Psychologiquement, tu sais que tu vas payer tous tes frais dans l'année. Donc, t'es tranquille. T'as pas à te dire tous les mois, il faut que je gagne tant, il faut que je gagne tant. T'auras juste à penser à progresser. Et ensuite, en fait, je me suis laissé un an parce que je me suis dit, bon, de toute façon, tu vas pas faire... J'avais peur aussi d'avoir un énorme trou dans mon CV. Donc, je me suis dit, bon, t'as fini ton diplôme, t'as pris un an d'année sabbatique,
Tu vois, c'est facile à justifier. Tu as voyagé, tu sors ton pipeau au pire, c'est facile, tu vois. Et c'était un peu ça. Mais un objectif, ça peut peut y en avoir plein d'autres. Mais par contre, il faut se fixer des objectifs. Pour moi, c'est le plus important. Et ça s'apprend aussi à fixer des objectifs. Moi, j'ai appris à me fixer des objectifs d'une certaine manière. Parce qu'au début, tu sais pas le faire. Donc, tu te fixes des objectifs soit trop gros, soit des fois pas assez ambitieux. Et puis, il faut le faire par step. Moi, je fonctionne beaucoup à l'escalier, c'est-à-dire un peu la médaille d'or, la médaille de bronze. Tu vois, par exemple, je sais pas, on va dire, j'ai pas d'idée en tête, mais si tu as envie de progresser pour courir, bah, tu vas te dire, je sais pas, je vais d'abord viser 45 minutes et puis tu te fixes d'autres trucs. Tu vois, tu te fixes, le top du top, ce serait une demi-heure. Une demi-heure, ce serait incroyable. Bon, c'est peut-être pas atteignable, mais c'est pas grave. Donc, tu te fixes 30 minutes, 40 et 45. Quand tu atteins le premier palier, le deuxième, tu vas quasiment tout le temps l'atteindre. Et le premier, si tu l'atteins pas, c'est pas grave, mais tu seras satisfait, tu auras atteint quand même 2 objectifs. Donc, tu seras pas frustré. Si ton seul objectif, c'est de te fixer 30 minutes, tu n'y arriveras peut-être pas et tu vas lâcher. Donc moi je fonctionne, en tout cas moi je sais que c'est la méthode qui me parle. Après ça fonctionne peut-être pas avec tout le monde, mais moi ça me parle beaucoup de fonctionner par échelle, parce que le but c'est pas d'être insatisfait et frustré non plus, c'est juste de progresser, quoi. Ok. Et justement, dans le but de progresser, il y a, en tout cas en sport de combat, et je pense aussi dans d'autres domaines où ça demande de la performance, donc je pense les échecs aussi, l'e-sport aussi sûrement, tu sais, tu as un peu ce dilemme qu'on dit croissance versus performance. Mm. C'est-à-dire, si je veux compléter mon jeu, j'ai des trous dans mon jeu, il faut que je prenne du temps à travailler sur mes points faibles, mais dans ce cas-là, je vais pas être performant parce que je fais pas mon A-game. Est-ce que tu as aussi un peu ça au poker, ce dilemme? Ouais, t'as ça, et en fait t'as toujours ce dilemme de est-ce que je dois travailler sur mes points forts ou mes points faibles aussi. Tu vois, bah toi dans le sport de combat c'est pareil, t'as forcément des points forts et des points faibles. Je pense qu'il faut quand même beaucoup miser sur ses points forts. Parce que déjà, tes points forts, c'est ta personnalité aussi. C'est comme t'es. Il y a des gens au poker, par exemple, ils vont avoir une nature, ils vont être très agressifs. Moi, de base, je suis un joueur qui est très agressif. Donc, en foot partout, faire des énormes bluffs, ça m'a jamais posé de problème. Mais par contre, j'ai dû apprendre à me canaliser. Mais c'est plutôt une force. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Mes points faibles, au début, bah, c'était plus justement travailler sur la patience, sur ces côtés-là. J'ai travaillé, mais j'ai travaillé plutôt dans un second temps. Mais il faut travailler dessus. Mais c'est plus difficile de travailler sur tes points faibles parce que forcément, tes points faibles, c'est ce que tu aimes le moins faire généralement. Donc, il faut plus te forcer. Mais t'es obligé de les bosser. Tu vois, toi, sport de combat, bah, tu t'es mis à bosser le sol. Avant, tu bossais pas le sol. Bah, ça fait 8 piges que tu es dessus maintenant. Donc, c'est devenu aussi ton point fort et tu as appris à aimer ton point faible et tu en as fait aussi un point fort. Donc, il faut y aller juste petit à petit. Je pense qu'il faut juste essayer de pas s'éparpiller et c'est dur. Quand il y a des domaines comme ça très vastes, très profonds, t'as vite fait de vouloir tout travailler, tout faire en même temps. Et au final, en essayant de tout faire en même temps, tu finis par rien faire parce que tu progresses dans rien. Donc, vaut mieux cibler. Bah, tu vois, comme on parlait fixer un objectif, bah, fixer une routine et un peu ta route de travail, quoi. Tu te dis, ok, bah là, je vais faire telle chose, je vais travailler d'abord ce point à fond, ensuite ce point-là, essayer de pas tout mélanger. Et au moins, quand tu passes à l'autre concept, t'as bien compris le premier, tu vois. Parce que si tu as des mauvaises bases, ça fonctionnera pas. Et nous, on le voit beaucoup dans le challenge, dans les formations, c'est que, et je les comprends, en fait, c'est tellement vaste que les joueurs, ils veulent travailler. Ah, mais je voudrais travailler ce domaine-là, puis ce domaine-là, puis ce domaine-là. Ouais, et en fin de genre, compte, 2 semaines celui-là, 2 semaines l'autre semaine. Et voilà. ouais, en fait, non, fixe-toi. Et encore, 2 semaines, c'est très bien. Si tu fais ouais. 2 semaines sur un truc, c'est déjà très, très bien. Ok. Non, c'est chaque jour, ils veulent d'autres trucs, et puis ils veulent travailler les grosses situations. Mais en fin de compte, les grosses situations, c'est les situations qui arrivent peut-être une fois de temps en temps, c'est très rare. Alors qu'en fait, le plus important, c'est de bosser sur les choses les plus récurrentes, les petites situations. C'est le plus important, c'est les petites situations qui sont très récurrentes. Et les points exceptionnels, les choses exceptionnelles, si tu les as pas bossées, c'est pas grave. Elles arrivent quasiment jamais. Donc, c'est pas très grave au Et final. même l'autre aussi, il n'a pas beaucoup d'expérience. Ben, exactement, l'autre aussi. Donc, non, ce qu'il faut bosser, c'est tout ce qui est très récurrent. Parce que même si ça paraît d'être un petit détail, si ça, au lieu tu le vois 100 fois, enfin 99 fois, et l'autre chose une fois, tu gagneras beaucoup plus en ayant bien travaillé ce petit détail-là. Et pour moi, ça marche aussi dans plein de domaines de la vie au final, quoi. Faut pas vouloir bosser les choses exceptionnelles, bosse déjà petit à petit. Quand tu montes ta boîte, le but, c'est pas de te dire je fais 1 million de chiffre d'affaires le lendemain. Non, le but, c'est d'abord fiscalement de la mettre bien, de mettre tes papiers, d'avoir ton idée dans la tête, comment je vais la mettre en place. Et en fait, c'est que des petites choses qui s'accumulent. L'idée est grande de base, mais autour, il y a plein de petites choses. Ouais, c'est bosser ces points-là. Ouais. C'est l'accumulation justement de ces petites choses. De plein de petites choses, exactement. De toute façon, généralement, quand tu te lances dans un projet ou même dans ta vie, c'est rare les moments qui vont changer ta vie et faire passer à 1 million d'euros, tu vois, ta boîte. Et c'est plutôt justement le travail
de chaque jour qui est un peu banal, Bien sûr. qui font qu'il fait. Bah, après, bon, il arrive des trucs comme ta main Ouais, au bien sûr. WSOP qui sont des moments exceptionnels, mais c'est pour ça qu'ils sont exceptionnels. Mais ok, d'accord. Écoute, Chichi, on va passer dans la partie un peu. Ouais, tu mets la pression. Là. un Tu peu mets la médi- pression. Non, non, Tu mets non. la pression là. Non. Dans la partie un peu plus actualité, médias, où est-ce qu'on peut te retrouver. Donc, on peut te retrouver sur plusieurs plateformes. Ouais, on peut retrouver sur pas mal de choses. Au niveau des vidéos, donc par exemple pour aller voir les vlogs, faut aller sur Kill Tilt. Sur YouTube. Exactement. Voilà, vous tapez Chichi Poker, vous tomberez dessus, mais la chaîne s'appelle Kill Tilt. Donc voilà, on fait des vidéos toutes les semaines. Donc, toutes les semaines, vous avez une vidéo. Vous pouvez nous voir. On est sur Insta, on est partout, de toute façon, comme sur tous les réseaux. Ensuite, pour les podcasts et les interviews, donc sur Club Poker Radio. Donc pareil, Spotify, Deezer, iTunes, tout, on est partout. Et ensuite, vous pouvez me croiser sur des tournois. Voilà, si vous jouez de temps en temps, vous allez forcément me croiser à un moment ou à un autre, quoi. Et pour avoir tes formations, tes masterclass, etc. C'est tout sur Kill Tilt. Ok. Vous trouverez tout sur Kill Tilt. Voilà, il y aura tout. Commencez par aller voir d'abord la chaîne. Tout est gratuit. Vous pouvez commencer doucement. Si vous ne connaissez pas le poker, n'investissez pas d'argent. Commencez par aller regarder des vidéos gratuites, etc. Et puis si à un moment vous voulez plus progresser, justement, je parlais de fixer des objectifs, tout ça. Là, vous pouvez continuer et passer, pourquoi pas, au contenu payant. Mais d'abord, allez vous faire la main. Et puis il y a aussi des vidéos, par exemple, il y a forcément des gens qui nous écoutent qui ne jouent pas au poker. Il y a des vidéos où je raconte juste des histoires. Donc vous n'avez pas besoin de connaître le poker techniquement, stratégiquement. C'est juste des histoires de gens qui ont des vies assez exceptionnelles grâce et dans ce milieu-là. Donc voilà, vous pourrez passer un bon moment et vous détendre sans parler technique. D'ailleurs, j'ai essayé de pas trop parler technique. T'as vu pendant l'émission, non, mais ça va. clairement. J'ai Super. pas du tout parlé technique. Et ok, écoute, je mettrai tous les liens dans la description. J'invite les gens à regarder les vidéos, les vlogs. Moi, j'ai regardé les vlogs. Je crois que j'avais que ça quasiment de Kill Tilt. J'ai adoré. Également, écoutez ou regardez Club Poker Radio. J'ai vu que vous avez reçu Greg MMA. Ouais, Donc j'ai regardé celui-là, forcément. Forcément, je me suis dit, je regarde un peu la liste et je fais celui-là, c'est un direct. Et donc, c'était comment avec Greg MMA? Tu le connaissais déjà avant de le recevoir? Non, je le connaissais pas. Alors, on a un pote en commun qui est youtubeur aussi, Avner. Avner, ouais. Voilà, Avner. Donc, c'est lui qui nous l'avait présenté et qui m'avait dit, mais moi, je lui avais dit, t'es pote avec Greg, est-ce que tu crois qu'on aimerait bien et tout? Et en fait, Greg est passionné de poker. Donc, il a accepté l'invitation. Ça s'est super bien passé. C'était très intéressant. C'était avant son retour, en plus. Ouais. Et c'était top parce que, en plus, moi, pour le coup, je regardais pas ses vidéos, je connaissais pas trop. Donc, évidemment, avant de le recevoir, je me suis renseigné. J'avais mon pote avec qui j'anime, Nico, qui lui regardait ses vidéos. Et en fait, j'avais l'image du MMA. Je me suis dit, bagarre, un mec un peu énervé et tout. En fait, un mec ultra peace, très sympa, posé, ouais. très zen. Et en fait, ouais, j'ai adoré sa façon de voir les choses. Où il t'explique, évidemment, tu montes sur le ring, tu as envie de tuer tout le monde, mais c'est un sport, c'est de la compète, tu respectes ton adversaire, tu lui mets des tartes dans la gueule, tu l'exploses, mais à la fin tu serres la main. Tu vois, c'est un peu comme au poker, tu vois. Ouais. Nous, on saigne pas et on n'a pas le nez cassé. Ouais, mais les émotions sont. Mais les émotions finalement sont aussi intenses et puis à la fin tu serres la main à ton adversaire et tu lui souhaites bonne chance pour la suite. Mais je pense que c'est un schéma qu'on retrouve dans tous les trucs un peu compétitifs et exigeants. Dans l'aspect où tu sais ce qu'il a traversé pour être là avec toi aussi. Mais exactement, en fait, c'est ça. Quand tu sais que le mec... Alors, au poker, c'est un peu différent parce que tu peux jouer contre un amateur aussi, qui est juste là pour s'amuser. Mais en tout cas, au haut niveau, non. Et tu sais que pour en arriver là, il y a des heures et des heures et des heures de travail, d'investissement, de sacrifice aussi, de sacrifice de temps surtout, parce que tu passes tout ton temps là-dedans, si tu veux réussir. Donc, tu sais pas... Alors, dans le sport, c'est encore plus dur parce que tu as le dépassement physique de malade, tu vois. Oui. Et tu as les mecs qui se sont blessés. Mais des fois, le pire, c'est le mental. Hein. Ah, mais le mental, c'est le plus important en tout cas. Ouais. Pour moi, c'est le plus important. Très clairement, c'est ça qui fait la diff. Et à haut niveau, les mecs sont bons dans tous les sports. Ils sont très forts dans tous les sports. Par contre, le mental, il fait la différence, bien sûr. De fou. Ouais, clairement. Puis, comment dire ça? Comme tu disais, le fait de... Attends. Faut que je retrouve mon fil. Que tu disais, le fait de savoir qu'ils ont aussi galéré autant que toi et que ça se joue à très peu, comme par exemple toi au WSOP, en sport de combat, c'est pareil, tu vois, des fois ça se joue à un coup et tu sais que ça aurait pu aller dans un sens ou dans l'autre et tu dis putain, cette fois-ci, c'est moi qui sort vainqueur, entre guillemets, et l'autre qui est un peu brisé, mais demain, ça aurait pu être le contraire, etc. Et ça, je pense, ça doit avoir un effet... je sais pas comment dire ça, mais
à la fois tu te sens apaisé, mais en même temps tu te sens mal, on va dire, pour l'autre. Ouais, après ça dépend aussi de, tu vois, par exemple, des fois tu vas faire une petite erreur, tu vois, dans ton sport, l'autre va en profiter évidemment, et donc il va te battre pour ça, par exemple en sport de combat. En fait, au final, derrière, évidemment, tu vas t'en vouloir ton erreur, mais aussi il y a une part de enfin pas de reconnaissance, mais tu vas dire, putain, il a tellement bien joué, quoi, il a profité de la seule erreur que j'ai fait. Le mec est fort. Déjà, cette erreur-là, tu veux plus jamais la refaire. Ouais. Parce elle te bouffe. Ouais. Et donc, en fait, tu grandis Ouais. énormément. Et forcément, la foi, moi, je pense que ça, c'est une chance. C'est qu'un jour, tu sois reconfronté au même truc et que là, tu fasses pas cette erreur. Ouais. Parce que là, quoi qu'il arrive, tu te diras, ah, j'ai tellement progressé sur ce point. Et c'est tellement gratifiant. Ce truc, tu vois, nous, au poker, on travaille des tonnes de situations. Des fois, les situations, elles arrivent très peu. Et des fois, tu as travaillé une main, un spot. T'es confronté à la situation et en fait quand tu dis ah putain je l'ai bossé, je vais pouvoir appliquer ce que j'ai bossé et c'est trop bien quoi. Ouais. Et bah c'est pareil pour toi en sport de combat, quand t'as bossé vraiment un truc et là tu vois t'as bossé je sais pas contre cette technique, t'as bossé cette défense, tu vois que le mec il t'attaque de cette façon, là tu peux placer la défense que t'as bossé, c'était trop cool. Mais c'est exactement pareil, nous on fait des préparations, tu sais, en espèce de mini-jeu, tu vois, où tu te dis... c'est un peu comme aux échecs où tu sais, tu fais des puzzles où tu te dis, bon, t'as un cavalier, une tour et un fou, et lui il a ça en face, comment tu fais un échec et mat à partir de là. Mais on décortique en petites situations, comme tu dis, et quand ça arrive, tu dis, ah ça je l'ai drillé. J'ai bossé ça. Ça je l'ai drillé, ça je l'ai bossé. Mais ok, mais c'est marrant parce que tu vois, en discutant, on voit plein de similitudes justement dans les différents domaines qui impliquent en fait de la progression, de la performance, de la remise en question, etc. C'est l'approche de la compétition au final, ça reste de la compétition dans les deux C'est domaines. pour ça que moi je te dis que le préparer. poker c'est peut-être du sport. Ouais, je comprends. Non, mais l'approche sportive, je comprends totalement. Moi, j'avais interviewé un joueur qui s'appelle Joao Vieira, qui est un top joueur portugais. Et lui, c'était un ancien basketteur professionnel. Ok. Et en fait, quand il me parlait du poker, je lui dis bah, comment tu te prépares et tout. Il me dit bah en fait, moi, le poker, c'est chaque année, il y a une saison. Donc, je commence ma saison en septembre. Je commence par m'échauffer. Donc, il se met tel genre de tournoi dans ces. Et en fait, c'est une saison totalement sportive. Et il dit mon but, c'est d'être prêt à fond pour le mois de juin, parce que le mois de juin, c'est les championnats du monde. Et donc, en fait, il se prépare toute l'année pour ça, en calant ses tournois, son agenda, ses trucs. Et c'était le seul qui m'avait sorti vraiment cette approche-là. Donc, oui, pour moi, toute l'approche autour, elle est totalement similaire, parce que c'est du haut niveau, c'est de la compétition. Elle est similaire, mais t'as quand même d'autres différences. Ne serait-ce que, par exemple, tu vois, si on prend les sports de haut niveau, pour être dans les tops, au tennis, Roland-Garros, il n'y a pas d'amateurs qui jouent Roland-Garros. Ouais. Au poker, n'importe quel tournoi, il y a des amateurs. Donc déjà, ça fait une diff, tu vois, là-dessus. Tu peux pas... Et c'est parce que c'est un sport niche. Je dis sport, mais... Bah non, parce que en fait, tu t'inscris parce que t'as de l'argent. Tu vois, donc t'as pas ce phénomène-là dans le sport, si tu veux. Dans le sport, t'as des sports un peu d'élite où généralement il y a des gens qui ont de l'argent, comme la Formule 1. C'est rare que les gens de la Formule 1 n'aient pas d'argent de base parce que ça coûte très cher de s'entraîner. Mais ça peut arriver. Donc, t'as ce truc-là quand même où, pour être dans l'élite, t'as dû passer tous les échelons et au top, il y a que les meilleurs qui se battent. Nous, au poker, au top, il y a les meilleurs, mais au milieu, il y a les gens qui ont de l'oseille. Et ça fait quand même une diff, je trouve. Ok. Je suis brésilien, on a un peu ça, parce que c'est beaucoup plus niche que le MMA. Ok. Donc, t'as les championnats du monde, et à part en ceinture noire, tout le monde peut s'y inscrire. Genre, moi, je suis un amateur, je peux m'inscrire. À n'importe quel tournoi. Sauf les tournois ceinture noire, quoi. Sauf ce tournoi ceinture noire où il faut se qualifier, en fait. D'accord. Mais en vrai, tu peux te qualifier même en étant amateur. Et là, moi, je peux croiser en compétition un des meilleurs du monde et me battre contre lui. Je vais me faire fumer. Mais ça pourrait arriver, quoi. Ouais, mais c'est tellement niche qu'on peut pas faire un tournoi qu'avec des professionnels, sinon ils seront pas assez. Pas assez de participants. Okay. Et donc ils ouvrent aux autres qui peuvent s'inscrire, mais tu sais que t'as aucune chance en fait. Mais tu vas, mais tu sais, c'est comme si on te propose, t'es fan de foot et de jouer contre le Barça une fois, tu vois. Tu dis bah ouais, je vais me faire exploser, mais au moins j'ai. Oui, bah je joue contre le Barça. Pour le kiff, tu vas pour le kiff. Bah, la différence, c'est que nous, par contre, l'amateur, il a une réelle chance contre le pro. Donc, ouais. Ok. Ouais, très 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 cool. Mais écoute, Chichi, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, c'était super cool. Bah, peut-être à une prochaine, j'espère. Bah, écoute, avec plaisir. On a l'impression de parler, tu vois, j'ai l'impression d'avoir rien dit, c'est fou. On a parlé une tonne. Bah, faudra peut-être faire un deuxième épisode alors. Pourquoi pas, avec plaisir. Et peut-être pourquoi pas chez vous. Carrément, dans nos studios. Hein. On n'est pas loin. Donc, avec plaisir. Bah, merci beaucoup, Chichi. Merci à toi.